Bonjour à tous. Je remercie tous et toutes d'être ici à vous pour cette conférence annuelle sur l'attività scientifica du Centre d'études franco-provençale René Viviani. In omaggio alla Besserlogne, la mia introduzione sarà tutta in franco-provençal, avec la traduzione in français à côté de me. Certo del progetto Zen, spero d'être comprensible. Giulio peut être plus comprensible et peut-être plus proche à la traduzione. Questa conferenza è organizzata e rendita pubblica avec la collaborazione della Comune de Saint-Nicolas e dell'assessorat régional à la culture, que remercio en ce moment, come je remercio tutte le personnes qui ont soutenu cet événement. Important pour nous, un événement extraordinaire pour deux raisons. Pour le thème, le premier colloque international sur la littérature franco-provençale, et tout pareil pour la date. Nous enseignons à vous pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Jean-Baptiste Serlogne. Dans l'an 2012, le centre a promu le coin des traducteurs, lié à un groupe de personnes passionnées de littérature que l'ont engagé à travailler sur la traduction à partir du franco-provençal et vers le franco-provençal. Les textes de notre traducteur sont en ligne sur notre site. Et ça a été inspiré de la région Rhône-Alpes, que, en 6 ans, là, il y a un exemple en proposant une série de publications pour rendre plus démocratique la littérature franco-provençale, poca connue, et fuori de la portail du locuteur, souvent cachée pour les archives. Et je salue à ce propos le professeur Jean-Baptiste Martin, qui est Celiawino, initiateur de la collection régionale, et les collègues de l'Institut Pierre Verdette qui travaillent dessus la collection, la directrice Claudine Fréchet et le professeur Jean-Pierre Jaffo. Et pour tous les projets de littérature, en 2014, le Centre d'études franco-provençales a annoncé cette intention de travailler sur la littérature. Et nous avons cherché d'ouvrir de nouveaux horizons dans ce domaine dit pour tenter de balayer une diffusion plus grosse à cette littérature. Et l'exposition que nous avons organisée ici en Lé, là, il y a un petit titre au travers des siècles et des régions, la littérature franco-provençale. Le souhait, les refrains de vers cette littérature, s'allie four des archives pour nourrir l'imaginaire et enrichir le langage de notre contemporain. Une invitation di voyage dans la page écrite en franco-provençal, un voyage dans l'espace, du songeon d'une montagne, tant que fond du quartier de Lyon, du collène de la Bresse, tant que muralion de la République de Genève, du salon des hôtels bourgeois, tant que outre caro di pour maison de campagne. Mais cette littérature nous permet de faire un voyage dans le temps, à partir du testo Mestecco de Marguerite Douin, composé au XIIIe siècle, tant que complète contemporain du poète valdotin Marco Gall, du dialogue comique de l'auteur de Grenoble, Blanc la Goutte, tant que les pièces de théâtre populaire représentaient avec le charaba de l'an 1958, sans oublier bien d'autres œuvres, et par exemple la farce de Vevey, écrite vers l'an 1920, outre que le Pays de Vaud. Et si ce 8 siècle de littérature, pas peu 8 siècles de littérature, baillons de nombreuses productions avec des formes différentes. Les auteurs, Seiliaile, l'Ampenta, le grand fait militaire, les annéchons et le siège. Et puis le ravage de la nature, le vivre zor du peuple et la multitude des sentiments, des expériences personnelles, des amours, des deuils, des abandons, des trahisons, comptant en poésie
ou buttant en scena à travers la farsa. Vision stuk, come Nenza 2, ou dialogue plein de verbes. Cette littérature, qui reste poca cunia, représente un patrimoine précieux. Et à travers les œuvres de tant de femmes et de tant d'hommes, le franco-provençal entre dedans un cadre prestigieux. Loin des logiques sociales et politiques que l'a imposé l'hégémonie des grosses lignes de communication. Ce talent semble ne passare maintes idées, sans que nous sachions comment faire per la retenir, et toutes sortes de pays, même aussi ce que l'apprezzo. Ce talent nous promet de belles satisfactions, à l'oral comme à l'écrit. La bagliano e lo baglia ancora de gente preuve de vigueur et nous permet d'exprimer avec précision tout ce que nous voulons exprimer. Nos contemporains pouvons en tirer de grands bénéfices, fût-ce un beurre de chercheurs ou d'enseignants, de locuteurs ou de spécialistes, de lecteurs ou d'écrivains. Tant que sorte de vous, cette littérature l'a fait surtout l'objet d'études de type linguistique, surtout de philologie. Il est important d'attirer l'attention de la critique spécialisée et du grand public dessus les études franco-provençales, puis en général. Et il paraît que ça arrivera à cette conférence annuelle. Pour commencer, il est important de connaître l'état de la recherche dessus les textes et les auteurs franco-provençaux. Mais en même temps, le centre l'a voulu souligner une réflexion nouvelle. Cette littérature pour nourrir la recherche dessus la langue et dessus la communauté qui la traite. Cette conférence annuelle, que est le premier colloque international, comme je vous dis, sur la littérature franco-provençale, encourage la participation des contributeurs d'horizons bien différents, n'ayant franc le souci d'ouvrir au maximum la réflexion, un groupe le plus grand possible, et à inviter tous les participants à oser, à prendre le large, à considérer cette littérature comme toutes les autres littératures, en se focalisant sur sa portail esthétique, en partager les vibrations poétiques, à explorer les qualités du style et de l'imaginaire, pour les documenter et pour les mettre en valeur. Dès ce moment, je salue le courage des participants qui ont accepté de chautres des chemins battus. Et en particulier, je remercie le doux compagnon de route, membre du comité scientifique du colloque, Marie-Vigie et Rémi Mogenet, d'auteurs et lettres qui ont accepté le défi dès le commencement, en partageant toutes les réflexions, devant qui écrit l'appel à la communication. Et ça n'est tout d'être de suite transporté pour notre enthousiasme sans savoir cher sur le projet par époque conventionnelle pour savoir attirer l'attention du monde à l'entour de nous. Eh bien, pour se dire que les réponses et les propositions sont des tailles plus nombreuses et positives que ce que n'a rien pu espérer. Et alors, nous partageons cette expérience avec des littéraires, avec des historiens, des linguistes, des dialectologues, de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés. Et au-delà de tous les horizons de nombreuses disciplines convoquées et celles, apprécier un pays est la participation internationale. Alors, merci à toutes, merci à tous, un merci particulier à deux collègues qui arrivent plus loin encore que les autres. Manuel Jeune qui arrive du Canada, de l'Université de Montréal, et Camille Yutko-Korbanova de Russie, de Moscou. Et remercie étant les deux collègues qui n'ont pas pu être ici à réunion, qui participent à distance. Naria Nendou, vous et demain, nous avons deux interventions à distance. Marie-Vigie de Paris
et Chama et la Zouzi du Maroc. Cette participation par i Reds nous baille la mesure de l'intérêt de cette démarche et donc nous sommes bien contents. Et nous espérons que ça sera le commencement d'un filon nouveau et que tant de nouveaux projets passionnants puissent s'améliorer de cette expérience différente. Avec ces colloques et avec cette invitation à aller ensemble, le centre vous offrira cette littérature franco-provençale tant que vous êtes prisonnière d'une enclave. Et la littérature est un patrimoine de l'humanité, il faut le rappeler. Et la littérature franco-provençale, que les Nyankakuni a bien choisi de ses locuteurs, la le droit fait partie de ces mêmes patrimoines. Venons de découvrir, pour de Zorfi, la traduction de John Shapley de la City University of New York, qu'elle a traduit tout poème de Sarlogne. Donc, ne faut pas oublier que le monde, du coup, est bien sensible à la notre littérature et n'a pas de raison de ne pas reconnaître que fait vraiment partie de notre patrimoine et comme toute la littérature. À ces propos, nous voulons souligner la portail de cette littérature et de commencer en termes d'édification de l'imaginaire collectif. Vous dire le sonzo, le mythe, les croyances, un tissu de représentation reconnue collectivement et de références culturelles communes. Ce qu'on peut, la portail de cette littérature en termes d'idéalisation de la langue. Quand dit l'idéalisation, on dit en termes anthropologiques, que vous dire le processus de construction d'une vision commune de la langue, avec son registre, avec toutes les caractéristiques de la langue littéraire, c'est que se dit la littérarité. Et puis finir, autre aspect important, la recherche d'un idéal esthétique. Rien associé tout, pour ou vous, faire à moins d'idées. L'aspiration à un idéal esthétique supérieur pour ne pas manquer dans le monde franco-provençal contemporain, ce nous voulait les balayer un avenir. Dans ces colloques, Jean-Baptiste Sarlogne occupe une place importante. Nous célébrons, oui, les 200 ans de la naissance du poète. Le centre Seia Saint-Nicolas l'a voulu rendre hommage à l'abbé Sarlogne. En réarmant, tourne plus dessus le personnage plus tard. Merci à René Guillain, Diavo et à bien d'autres personnalités, ces poètes restent vivants dans l'esprit de Saint-Nicolaïen et dans l'esprit de tous les lecteurs, bien loin de la Bandusta, Finke. C'est 15 ans après sa mort. Un exemple, la pastorale, les toutes autres santailles à la messe de la veille de Zalende. Un autre exemple, la chanson de Carmen Tran, composée à peu près 150 ans, est bien vivante. Et celle-là nous fait remercier le musicien Eric Biona qui contribuait à la diffusion et maintenant de toutes les générations, et bien d'autres musiciens qui l'important devant cette tradition. Donc, un premier volet du colloque sera consacré à Jean-Baptiste Sarlogne. Deux recherches inédites ouvront cette première séance devant la célébration officielle que serait à Schweizau. Et donc, sans attendre depuis, nous pouvons ouvrir cette première séance avec la première recherche et le premier intervenant, que est Loris Ducli, membre bien giovane et bien prometteur de l'équipe scientifique du centre. Il est en train de finir un master à l'université de Toronto. Son mémoire est dessus une étude linguistique de l'œuvre de Sarlogne. Et vous nous propose une analyse de toutes sortes de l'œuvre de Sarlogne, mais plus littéraire.
Bonjour à tous. Mon intervention a pour titre « Voir Cerlogne manier notre dialecte pour en faire une langue poétique et presque littéraire ». J'ai décidé de partir par cette phrase que je n'ai pas inventée moi-même, mais que j'ai tirée d'un article de journal de l'époque de l'abbé, parce que je trouve qu'elle va poser une grande quantité de questions qui touchent l'actualité du débat sur Cerlogne et en général sur la littérature en langue minoritaire. Regardons son contexte. Le journal est Le Valdôtain, plus tard connu comme Le Mont Blanc. L'année est 1888 et l'auteur est le chevalier G.O. Mellé. Cet homme illustre est originaire de la ville d'Ost, mais il est professeur de langue française à Turin. Il était sûrement bien connu dans son environnement, autant que Federico Ravelli, un autre auteur qui publiait à Turin dans les mêmes années d'articles sur la poésie de Cerlogne, le cite sans avoir à expliquer de qui il s'agit. Tous ces détails sont importants, mais je vais y revenir après. Pour le moment, concentrons-nous sur le contenu de l'article du Chevalier. Il s'agit d'une petite critique au premier poème de Cerlogne, paru par-ci et par-là, en tenant compte du fait que le recueil de poèmes publié par Cerlogne même ne va être disponible qu'un paire d'années après. La critique est très positive et encourageante, et elle fait beaucoup de compliments au style du poète et à sa compétence, et Cerlogne même va s'en souvenir. En effet, le poème à monsieur le professeur Chevalier Mellé, écrit par l'abbé, porte la même date que cet article, et je suppose qu'il s'agit de la directe conséquence de sa lecture. Toutefois, un portrait si radieux est pollué par quelques mots un peu bizarres. Pourquoi? Par exemple, dans notre phrase, le chevalier emploie le mot « presque ». En effet, définir un ouvrage presque littéraire donne un sens d'inachèvement, comme une tentative tant fatigante qui au final n'arrive pas à son but. Je me suis donc interrogé sur ce fait, en me demandant qu'est-ce qu'il y a dans l'œuvre de Cerlogne qui pourrait être défini littéraire et qu'est-ce qu'il y a d'inachevé? Enfin, c'est dû à quoi ce presque? Pour cette étude, on va employer une méthode post-structuraliste. On va donc reconnaître la possibilité d'une analyse textuelle rigoureuse avec les instruments classiques. De cela, on va faire un petit exemple aussi. Toutefois, la conception de littérarité ne peut plus être considérée comme absolue et hors de l'histoire. En effet, surtout dans le cas de langues minoritaires, où une grande partie de la production littéraire est liée au contexte populaire, les normes esthétiques ne sont pas forcément celles des belles lettres de la tradition intellectuelle. Notre attention sera donc focalisée sur le contexte critique autour de l'œuvre de Cerlogne, car la vie de cette classe culturellement dominante est fondamentale pour situer dans l'histoire toute considération de nature littéraire. En particulier, la réaction du monde intellectuel contemporain à l'emploi du dialecte local pour la production d'ouvrages généralement rédigés dans une langue de culture doit nécessairement être tenue en compte. Pour ce qui concerne notre abbé, c'est un fait que ceux contemporains ont loué son œuvre poétique en employant de critères de nature esthétique et en traitant ses textes comme de véritables littératures. Mellé n'est pas le seul. L'écrivain Giuseppe Giacosa publia un récit en italien qui décrivait sa rencontre avec Cerlogne. Le ton est sarcastique et malicieux, et sa description satirique de l'abbé irriterait Cerlogne au point qu'il écrirait un poème pour répondre à l'offense. En réalité, le jugement littéraire de Giacosa à propos des poèmes du fait libre est très positif et presque étonnant. À mon avis, malgré la moquerie qui l'accompagne, c'est un éloge bien plus sincère de celui de beaucoup d'autres admirateurs, même si Cerlogne ne le perçut ainsi. La liste de louanges n'est pas terminée. On pourrait citer Ravelli, son ami Zuccaro, le chanoine Vesco et l'écrivain d'Alessandria caché sous le pseudonyme de Licinio. En général, la presse insista sur son éloge. Il n'eut aucun journal qui publia des critiques expressément négatives, même les plus hostiles,
à la Valle d'Aoste en tant que région italienne qui régnait la langue nationale. Dans les articles en question, la caractéristique la plus louée dans l'œuvre de Serlogne est la simplicité et la spontanéité du récit. Mélé juge ces descriptions si vraies, si vives même par la sonorité des mots. Ravelli, en décrivant le poème Tobie, une transposition en vers de l'homonyme livre du Vieux Testament, exalte le fait qu'il sut exposer le conte avec une telle candeur et vivacité que le lecteur reste vraiment fasciné de la lecture. Licini encore dit que ces poèmes sont agrémentés de vers spontanés, fluents, harmonieux. Une première piste d'analyse pourrait donc être celle de voir quels éléments textuels contribuent à cette image. J'ai voulu en rapporter un seul exemple, mais un travail plus approfondi sur ce thème serait possible et sans doute très fécond. Du point de vue formel, les solutions métriques de la poésie de Serlogne ne se détachent pas beaucoup des normes classiques de la poésie française. Pour les poèmes les plus longs, l'alexandrin comportant la césure à la moitié exacte du vers est dominant. Tobie, le texte de poésie le plus étendu, l'emploie sans variation avec des rimes plates. Le cas de la bataille de Varz à Vertosa est toutefois plus intéressant. Il s'agit du poème que Serlogne jugea comme la plus belle de ses poésies. La première strophe présente un mélange d'alexandrin et octosyllabes, avec une alternance entre rimes occitanes et paroccitanes. Le schéma métrique est également complexe. A, B, A, B, C, D, C, D, et F, et F. Cette élaboration poétique est déjà perdue à la deuxième strophe, où l'octosyllabe disparaît, et le schéma métrique se simplifie en 3 quatrains en rimes croisées. Toutefois, curieusement, un nouveau type de mètre apparaît 2 fois, l'indécasyllabe. Sa position dans le texte, toujours dans un verbe pair, comme s'il s'agissait d'une sorte de réponse, et sa position typographique dans le manuscrit me convainc qu'il a employé consciemment et non pas comme faute de versification. Mais malgré cette nouveauté, de la 3e strophe en avant, le schéma se réduit ultérieurement au seul alexandrin en rime plate. L'alternance entre rimes occitanes et paroccitanes est toujours gardée. Il y a quelques exceptions. Les derniers vers de la 3e strophe sont en rime embrassée. La 8e strophe reprend partiellement l'octosyllabe et les rimes embrassées pour un quatrain. Dans la dernière strophe, enfin, la complexité initiale revient complètement. Ce qu'on pourrait tirer de ces observations tout à fait formelles est que le poète travaille beaucoup sur sa forme poétique et recherche une plus grande complexité dans le lieu le plus important du texte, le début, le final et quelques autres points forts, tandis que dans le reste de la narration, il semble tellement pris du récit qu'il oublie l'ornement formel, ou au moins le met de côté. Cette allure donne au lecteur un sens de spontanéité, les vers s'adaptant à l'évolution du contenu. L'image finale est très vivide et la richesse des détails contribue à l'immersion. Toutefois, quand on revient aux articles de journal, le sens de spontanéité évoqué par les critiques ne ressemble pas vraiment à celui dont j'ai fourni l'exemple. Plutôt qu'un paysage construit intentionnellement et avec conscience, la presse décrit une essence bucolique qui ressort automatiquement d'un esprit sauvage et pur, naïf et enfantin, ou d'un génie naturel et absolument non pas touché de la culture intellectuelle. Je cite quelques exemples. La Stampa, 10 octobre 1910. Serlogne, privé de quelconque culture philologique et littéraire, avec l'aide misérable d'un peu de latin et français hâtivement digéré au séminaire. Giacosa, la poésie sincère n'a pas de maître, ni d'école. Il n'avait pas peut-être lu un livre écrit en ce siècle. Ravelli, même s'il connaît bien les études de Serlogne et loue sa détermination, dans un article de 1900, le décrit comme débordant de poésie vierge et avec un sourire ingénu et presque d'enfant. L'adjectif vierge
semble être le préféré par Ravelli en se référant à Serlogne. En parlant de la bataille de Vars, il dit que cette vierge poésie est l'écho d'un peuple entier. On est donc obligé d'adresser enfin ce qu'on pourrait définir l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'élément commun à ces critiques, celui qui détermine largement cette attitude paternaliste à l'égard de Serlogne, et dont on doit forcément tenir compte pour relativiser leur jugement de valeur. Le fait qu'une grande partie des écrivains qui commandent l'œuvre de Serlogne est liée au milieu culturel de Turin est essentiel. L'idéologie qui gouvernait la presse et qui imbibait tout le monde intellectuel de la première capitale d'Italie était caractérisée par un fort intérêt pour les contextes ruraux, en tant que milieu primitif, pur et détenteur d'un savoir originel, strictement lié au génie du peuple italien. Les articles sur la découverte de nouveaux poètes paysans se multiplient, mais la valeur esthétique de leur production est constituée seulement de leur lien avec la nature et le petit peuple. Serlogne, en fait, ne fait pas exception. Toute critique de son œuvre s'étend longuement sur sa pauvreté, sa vie de campagnard, son manque d'éducation. Chaque conquête de Serlogne est obtenue malgré quelque chose, et la valeur finale de son ouvrage est reliée à son contexte. Il paraît presque à un enfant qui est loué par le maître pour son petit devoir, plutôt qu'une considération sincère de capacité littéraire. Souvent, les limitations sont, comme on a vu, de nature personnelle, mais en beaucoup d'autres situations, le vrai obstacle est sa langue. Revenons une dernière fois à la lettre de Mélé de laquelle on est parti. Le patois valdôtain est objet d'une stigmatisation considérable et qui imprègne tout l'article. En parlant des compositions poétiques de l'abbé, il dit « Elles sont, il est vrai, en patois valdôtain, instruments dont le son sont parfois un peu criards et rauques, comme ceux de la vieille. Quelle langue barbare que celle de rance de vache! Et pourtant, quelle poésie! » Voilà encore la phrase entière dont j'ai tiré mon titre. Si parfois nous avons à rougir de honte, d'indignation, en voyant le nom de notre vallée attaché à certaines publications où la langue française est outragée à tel point qu'on prendrait ce charabia du patois italien, nous sommes heureux de voir M. Serlogne manier notre dialecte de manière à en faire une langue poétique presque littéraire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à ce point que le presque dont on s'est longuement interrogé ne soit pas lié du tout à la compétence poétique de Serlogne, mais plutôt à son choix de langue? Le professeur Zuccaro, proche au Félibrige, fidèle ami et enthousiaste partisan de l'œuvre de l'abbé, écrit en 1890 « Quelqu'un a voulu trouver dans les ouvrages de l'abbé Serlogne de la négligence de la forme et trop de simplicité dans l'expression. C'est sûr, notre auteur ne s'est pas élevé dans ce poème aux arguments épiques, bien que populaires comme le provençal moderne. L'idiome de Serlogne n'est sûrement pas illustre, mais on doit octroyer que la simplicité de son style est juste ce qui constitue un de ses plus grands mérites. » Beaucoup de questions surgissent de ces dernières considérations. Est-ce qu'une classe intellectuelle, selon laquelle la langue nationale est la seule digne d'être employée pour le récit artistique, considérerait jamais un ouvrage en patois comme de véritable littérature? Et si les jugements négatifs sont biaisés, pourquoi les positifs ne devraient pas l'être? Je suppose que les louanges à ces critiques, même si sincères, ont toujours en elles un élément idéologique fort. Elles veulent faire l'éloge de l'esprit populaire plus que du produit artistique, de l'idée du poète romantique plutôt que de son véritable contenu. L'abbé Henry, qui écrivit l'enthousiaste conclusion du dictionnaire de Serlogne, s'unit à ce cœur, même s'il n'était pas mêlé avec l'élite de Turin. Il se trompe de manière flagrante à identifier la variété de langue du poète, en la définissant comme un dialecte des montagnes de la Haute-Vallée, tandis qu'il s'agit principalement du dialecte de la ville d'Ost.
Il dit que ses poèmes les plus beaux sont ceux qu'il écrivit avant de faire ses études, même si Serlogne avait dit le contraire. Il proclame que sa langue est pure et que l'abbé est très jaloux de sa pureté, même quand Serlogne même avoue d'avoir mélangé de variantes. L'impression est que ce grand admirateur de notre auteur n'a pas lu un seul vers composé par Serlogne. Finalement, on ne doit pas penser qu'une vision différente ne soit pas possible. Le chanoine Vesco semble avoir compris en part la distorsion cognitive de la critique dans son article de 1890. Bien qu'il considère, comme les autres, que la qualité la plus grande du dialecte soit la simplicité et la naïveté, il défend la dignité du patois en le comparant avec l'italien de Dante et le grec d'Homère et de Sappho. Une langue commence par être le vulgaire patois du peuple et devient après langue de culture. Je trouve ce mot particulièrement moderne. Mais dira-t-on le dialecte valdotin, obscur, limité, nuancé, sans antécédent, sans objectif d'importance? Qu'a-t-il de commun avec ces dialectes que nous venons de rappeler? Il parle de latin, du grec, de l'italien de Dante. Et que les âges futurs destinés à resplendir sur une vaste échelle. Nous répondons que l'histoire d'une langue s'identifie bien accidentellement avec celle du peuple qui la parle, mais qu'il y aurait grave abus à généraliser ce principe. La conclusion de toute cette analyse est que le concept de littérature est complexe. Il change dans l'histoire et il est strictement lié à la réception d'une œuvre. Dans le cas de la littérature patoisante de Serlogne, cela doit tenir compte de l'idéologie de la classe intellectuelle, qui a le pouvoir d'exprimer son jugement, mais qui est souvent biaisé par la répulsion à l'égard de la langue populaire. L'élément littéraire en Serlogne peut être donc retracé par une analyse consciente de la critique de son temps, en cherchant de diviser entre les considérations sur son œuvre et le jugement de valeur sur sa langue. Une fois que cela est fait, on peut tout à fait employer ces ressources sans nécessairement les considérer complètement fausses. En effet, bien que la critique ait jugé les ouvrages de Serlogne avec un regard paternaliste et idéologisé, en cherchant le bon sauvage plus que le véritable mérite littéraire, elle est pourtant concorde à définir son œuvre littérature. En effet, les critiques les plus dures ont toujours trouvé quelques aspects à louer, ne serait-ce que d'avoir inauguré un nouveau chemin. Et quelquefois, il s'agit d'aspects formels aussi. Enfin, des voix discordantes provenantes du monde intellectuel existent aussi, en montrant que, surtout en Vallée d'Aoste, le succès de l'abbé Serlogne, comme père de la littérature locale, a été grand et beaucoup partagé. Cette étude voulait montrer, en le problématisant, le panorama critique de l'époque de Serlogne, et elle laisse naturellement beaucoup de portes ouvertes. J'ai déjà anticipé qu'il manque une véritable étude littéraire sur l'œuvre de Serlogne, conduite avec une méthode de critique textuelle rigoureuse. En plus, le champ du rapport entre intérêt littéraire et linguistique de Serlogne est presque inexploré lui aussi. Est-on certain qu'il était lui-même vraiment capable de distinguer les deux aspects de linguistique et de littérature, vu que son essai « Le patois valdotin sur l'histoire de la littérature en franco-provençal » se perd longuement sur des questions linguistiques? Est-ce que sa poésie n'est qu'une démonstration de ce qu'on pourrait faire avec la langue qu'il était en train de construire? Pour revenir à la réponse de la critique, qui a été le sujet de cette intervention, les questions restent nombreuses. En quelle mesure, par exemple, le retour de la critique a modulé la vision que Serlogne avait de lui-même en tant que poète? A-t-il eu des effets sur la composition pratique des textes aussi? Finalement, quelle vision avait Serlogne même de la littérature? Dans les archives du centre a été retrouvé un manuscrit sur lequel Serlogne copia un texte scolaire titré « Littérature ». Une étude de la vision littéraire donnée par ce texte
pourra aider à interpréter différemment ces compositions. J'espère que ce thème vous aura intéressé et je vous remercie pour votre attention. Merci bien, Loris. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions? Oui, j'ai entendu plusieurs fois le mot de fait libre. Donc, en fait, Serlon, c'était un pionnier, parce que si j'ai bien compris, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de littérature, enfin, d'écrit même en valdotin, auparavant, ou très peu, je pense. Donc, en étant pionnier, il a dû se raccrocher, en fait, à peut-être un certain mouvement de son époque. Et donc, vous avez parlé du mouvement fait libre. Et je pense que c'était peut-être, vu qu'en plus il a vécu en Provence, donc peut-être est-ce que c'est ça qui l'a le plus inspiré quand il essayait de construire quelque chose? Alors, le fait que Serlogne soit le père de la littérature valdotaine est une phrase de Serlogne même. Donc, il était très content de pouvoir dire à tout le monde qu'il était le père de la littérature valdotaine. En effet, on n'a pas vraiment trouvé d'essais littéraires qui peuvent être comparés à son œuvre devant qu'il commençait à faire ses poèmes. Sûrement, il y a eu beaucoup de contacts avec le mouvement des faits libres. Par exemple, Serlogne même, il était abonné à la revue Faits libraires de Paris, de Paul Marieton. Et sûrement, il connaissait le fait librage aussi parce qu'il avait lu un ouvrage de Zuccaros, l'ami dont on a parlé, qui était consacré à la littérature provençale. Donc sûrement, il connaissait cela. Et dans l'essai Le patois valdotin, qui est son dernier essai il parle de littérature, il parle de langue, là, il commence en parlant de Roumanie et de Mistral, et donc probablement il veut s'installer dans cette tradition. La véritable différence est de but, je pense, surtout de but politique. Parce que Serlogne n'a aucune aspiration politique en réalité. Il veut construire quelque chose, il veut sûrement construire de littérature et une langue avec laquelle on peut parler de tout, mais absolument, il est très fidèle au roi de Savoie en ce moment. Il n'a aucune intention de faire une opposition. Et surtout, il dit que l'Italie peut avoir une âme italienne et une âme française, surtout quand il parle du fait que la Savoie était cédée à la France. Il était très triste par le fait que l'âme française du royaume s'était faiblie. Donc, son problème est que sa langue est en danger, non plus le fait qu'il veut en faire la grandeur. Et on peut aussi discuter si, comme je dis, si son œuvre littéraire n'est pas une démonstration qu'on peut faire de littérature en patois. Peut-être, là il y a une différence aussi. Les Provençaux, ils partent de la littérature pour arriver à une culture. Parce que là, Mistral, les nouvelles, et tout ça. Tandis que là, dans Serlogne, on part d'une langue pour en faire une littérature. Je pense que c'est un peu le contraire. Mais oui, il y a beaucoup de rapports entre la tradition des Provençaux et de Serlogne. Une question? Oui.
Alors, est-ce qu'il est possible, après les poèmes de Serlogne ou ses notes, de voir ce qu'il a pensé ajouter au tableau de la vie pastorale en tant que poète, c'est-à-dire en tant que transfiguration, parce que c'était aussi le but de Mistral, par exemple. Est-ce que c'est possible d'y voir quelque chose? En effet, je ne sais pas répondre, parce que là, il faudrait faire une étude vraiment précise sur toute la représentation que Serlogne a fait de ce contexte. Là, moi, personnellement, je n'ai pas étudié cela, donc je n'arrive pas à donner une réponse effective. Sûrement, Serlogne prend beaucoup d'inspiration de ce qu'il voit. Il vit dans la campagne, il vit dans la montagne et il veut décrire ce qu'il voit. Et on peut dire, dans la bataille de vaches, il y a beaucoup une mythisation. Le récit est presque épique. Quand on a vu que Zuccaro disait qu'il n'avait pas parlé d'arguments épiques, ça c'est faux. En général, on peut excuser Zuccaro parce qu'il a écrit cela devant que les poèmes soient publiés. Mais il a beaucoup créé un imaginaire épique de cette bataille, comme s'il s'agissait vraiment de héros dans une bataille de l'épique homérique. Donc là, sûrement, il y a une mythisation de ce type de... Mais plus que ça... Aussi, on peut dire qu'il met beaucoup de sa vie dans ses récits. Aussi, les récits ne parlent pas. Je fais l'exemple de Tobie. Tobie, là, c'est l'histoire de cet homme qu'on trouve dans la Bible. Il y a des passages dans ce Tobie où, par exemple, il y a le personnage qui doit saluer sa mère pour aller en Médie à trouver l'argent de la famille. Et là, le récit est presque le même que Serlogne décrit dans la vie du petit ramoneur, qui est sa autobiographie d'enfance. Quand il allait travailler comme ramoneur à Marseille, et bien là, la scène où le petit Serlogne va et salue sa mère pour aller à Marseille, c'est presque la même chose que ce petit Tobie qui salue sa famille pour aller en Médie. Donc il y a beaucoup de... Là, le paysage est toujours le même. Aussi l'imagination que Serlogne avait du récit biblique, c'est tout à fait la même qu'il avait de son quotidien. Mais bon, je pense que... Seulement que j'en ai fait. Je ne connais pas la littérature de Serlogne, un petit peu, mais je suis vaudoise. Donc je me suis posé aussi quelques questions sur des textes paysans qui n'avaient même pas de but littéraire. Hein. C'était vraiment des textes paysans, souvent écrits par des paysans, toujours en référence au monde paysan. Et je me suis fait une réflexion parce que parallèlement, la Société historique vaudoise a dédié une revue sur le monde paysan vaudois sans tenir compte du patois, qui était vraiment la langue des paysans. Ils n'ont absolument pas tenu compte. Et puis j'ai comparé un petit peu la manière de voir de cette revue et les textes. Et je n'ai pas vu la spontanéité que vous avez parlé, mais il semble que les textes patois on traite beaucoup plus d'un concret. Le français, c'est une langue quand même très abstraite. Hein, et quand elle va vers les choses, elle va d'une manière abstraite. Tandis que le patois, c'est extraordinaire. Comme ça, on trouve dans des petits détails concrets qui... Oui, le français ne voit pas. C'était ma réflexion. Oui. Serlogne aussi a publié un recueil de textes populaires qui s'appelle Almanacco di Villazzo, Zampuro Almanacco di Villazzo. Et il s'agit d'un texte vraiment populaire, du sens qu'il y a des dictons, il y a de petites contes populaires. Le but
de ses poèmes, je pense que c'est différent. Je pense que là, sûrement, il voulait prendre inspiration du contexte populaire, mais je pense qu'il regardait à la grande littérature française. Il dit souvent, il avait les méditations de Lamartine comme livre proche de chevet. Donc, sûrement, son modèle était la poésie française. Il voulait se rapprocher à cela pour démontrer que c'était possible. Je ne trouve pas que son recueil de poèmes a vraiment le but de conserver la tradition populaire, mais c'est sûrement dans son intérêt parce qu'il va publier aussi des recueils comme ça. Donc, je pense qu'il y a... Là, il y a une double vision de Serlon. On peut le voir aussi dans le dictionnaire. Parce que là, dans le dictionnaire, on trouve des mots vraiment populaires, vraiment de la vie de tous les jours, vraiment aussi des termes techniques pour des activités pratiques de la campagne. Mais on trouve aussi des mots très abstraits qu'il prend du français, il cherche de patoisiser ou quelque chose comme ça, et pas pour pouvoir employer le patois à 360 degrés. Donc, il y a... Serlon a écrit beaucoup d'œuvres. Chaque œuvre a son but différent et emploie la langue d'une manière différente. Il y a beaucoup d'œuvres en français aussi, parce qu'il voulait parler de quelque chose qui voulait s'adresser à un public différent peut-être. Et donc, l'emploi de la langue en Serlon, c'est très conscient et sûrement, quand il va parler aussi de choses de la campagne, de la tradition, il fait dans une manière et dans une autre, quand il veut essayer à faire de la littérature. Merci beaucoup, Alois. Maintenant, nous avons une communication à distance. Donc, on va juste préparer. Voilà. Je profite de ces 2 minutes aussi pour remercier toutes les personnes qui sont arrivées pour partager ces moments et écouter le riche programme de communication que nous avons. Je voulais juste remarquer aussi qu'il y a un livre qui vient de paraître, février 2026. C'est Florilangue de l'Alsace à Tahiti, florilège de littérature en langue de France. Et c'est quelque chose d'assez nouveau pour le panorama français. Et nous sommes contents de prolonger la réflexion que cet ouvrage est en train de lancer avec ce colloque. Donc, ouais, c'est pour une question. Voilà. Pas de connexion. C'est écrit. Pas de connexion.
présente Marie Vigy, agrégée de lettres modernes et docteur en littérature française, docteur des lettres Paris-Sorbonne, avec une thèse qui portait sur un corpus de récits français contemporains et interrogeait la représentation d'une animalité en partage entre les humains et les bêtes. Membre du comité d'organisation de cette conférence annuelle, je le disais tout à l'heure, elle nous propose une analyse du poème qui est aux yeux de nombreux critiques le chef-d'œuvre de Serlogna. La bataille di Vazza Lartosan, faire vivre la communauté humain-animal par le poème. Bonjour Marie. On t'entend pas. Bonjour. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que je parle assez fort? Attends, on va régler un peu ça. Oui, oui, oui. Veux-tu essayer de dire quelque chose? Il y a un problème de son dans la salle. On t'entend bien, mais il faut juste régler ça. Parce que... On essaie comme ça. Veux-tu essayer de dire quelque chose? Vous m'entendez à vous? Non, on n'entend pas. On n'entend pas dans la salle. C'est ça le problème. Marie? Esther, à parler? Oui, vous m'entendez? Je parle là? Essayez. J'essaye de nouveau. Oui, on peut essayer comme ça. Est-ce que ça marche?
Empirisme. Voilà. Désolée pour ce petit problème, mais je pense que là, on peut écouter. Tu ne vous entends pas? Je vous entends très bien. Ah oui, voilà. Ma voix est décalée. D'accord, alors on t'écoute. Je t'avais déjà présenté, donc je te laisse la parole. D'accord, si vous m'entendez Oui, c'est bon. en direct, il n'y a pas de... C'est bon, ok, très bien. Merci à toi, Christiane, pour ton invitation à participer à ce très beau colloque. Et je suis désolée de ne pas être parmi vous à Saint-Nicolas aujourd'hui. Les raisons professionnelles m'ont retenue à Paris. Comme Christiane vient de le mentionner, je ne suis pas vraiment spécialiste de la production littéraire de Jean-Baptiste Serlon, ni de la littérature provençale en général. Et j'ai beaucoup plus travaillé sur des récits français des 20e et 21e siècle. Mais donc, suite à cette invitation, j'ai choisi de célébrer l'anniversaire de Serlogne en me penchant sur un texte qui m'a interpellée depuis ma première venue à Saint-Nicolas. Je vais diffuser essayer de partager mon écran. Ça aussi, c'est un autre petit détail technique. Partage d'écran, je pense que ça va fonctionner, mais tu n'hésites pas à reprendre le micro pour me dire si ça ne passe pas. En tout cas, on essaye ça. Est-ce que là, vous voyez l'écran que je vais partager? Est-ce que tu peux me dire si c'est bon? Je t'entends pas, Christiane. On voit juste vous partagez tout votre écran. On ne voit pas ce que tu partages. Donc je vais essayer de recommencer. Je suis désolée, c'est toujours un peu compliqué quand on... est-ce que partager tout l'écran, est-ce que là maintenant vous voyez ce beau tableau? C'est bon. Super, génial. Bon, c'est très bien de pouvoir commencer. Donc, pour parler de ce poème-là, La bataille du Watt, je vous prie d'excuser mon franco-provençal, j'ai pas suivi assez de cours lors des écoles d'été pour être vraiment bilingue. Donc, je vais m'intéresser à ce poème-là qui prend pour sujet, de manière assez inédite, une tradition qui m'est chère et qui met en scène les relations de travail et de sociabilité qui se tissent au sein des communautés rurales entre les humains et les bêtes. On sait que dans La bataille des Watt et du Vertozan, le poète raconte, dans un format poétique classique, comme l'a déjà évoqué dans un certain sens, mon étude va prolonger ce qu'il a déjà pu dire, va aussi même répondre à certaines questions qui ont pu être posées tout à l'heure. Donc dans ce poème-là, Serlon raconte les préparatifs et les réjouissances qui accompagnent l'affrontement, tout à la fois naturel et ritualisé, des vaches dominantes sur les alpages de Vertozan, au-dessus de Saint-Nicolas. Et par ce récit, il a pour moi l'ambition de faire exister littéralement sa communauté dans la langue même qu'elle partage. J'emploie ici le terme de communauté dans un sens élargi qui inclut tous les rapports sociaux tissés non seulement entre humains, mais également avec des bêtes individualisées et considérées comme des sujets. Je me réfère notamment au philosophe Dominique Lestel, qui utilise à ce propos le terme de communauté hybride. Il évoque à ce terme, je cite, des agencements chargés de sens et d'émotions entre des individus qui appartiennent à des espèces différentes et où l'individualité des protagonistes compte plus que les espèces impliquées. Je vais pas mal parler d'individualisation des vaches, notamment à la fin de cette présentation. Il s'agit ici plus précisément des relations privilégiées que les Valdôtains ont tissées avec des vaches de la race Hérin, chez qui les femelles possèdent un tempérament belliqueux, comme on le sait, propice à l'organisation de combats lorsque vient le moment de la montée à l'alpage ou lorsque des troupeaux différents se rencontrent sur les mêmes lieux de pâturage. Donc j'ai dit que Serlon voulait faire exister littéralement ses contemporains et qu'il avait le désir de leur conférer une sorte de dignité poétique tout en défendant et en illustrant sa langue maternelle, ce qu'a déjà évoqué Loris.
Et je voudrais montrer dans cette communication que son travail cherche aussi à animer cette représentation d'une communauté donnée et à doter ces vers de factures classiques d'un souffle de vie original et spontané. Donc quand on lit un petit peu les manuscrits de Serlon que j'ai pu survoler dans ce travail de Ruiz, on constate que ses débuts en littérature sont consacrés à l'écriture de poésie. Alors je vais essayer de passer à la slide qui m'intéresse. La poésie, c'est, comme le dit l'historienne de la littérature Anne-Marie Thiès, le genre favori des débutants. Et donc quand Serlon, qui entre ses séminaires par le biais de la cuisine, puisqu'il est d'abord cuisinier au séminaire d'Ast, et qui commence à lire de la poésie, Loris l'a remarqué, il a sur sa table de chevet, à côté de la Bible de Royaumont, les méditations poétiques de Lamartine. Lorsqu'il commence à lire Lamartine, on peut se dire que c'est le moment où ces lectures-là l'incitent à écrire ses premiers vers, les premiers vers qui sont écrits en français. Et donc, Serlon, comme beaucoup d'autres, il va apprendre à écrire à travers la poésie et en copiant, en empruntant à des modèles consacrés, en employant finalement les mots et les figures d'autrui. Il va commencer à écrire en français des poèmes souvent élégiaques, où vont s'exprimer le chagrin de l'endeuillé, la nostalgie du jeune homme qui a quitté l'enfance. Là, vous en avez un exemple ici dans la première citation. Il va écrire aussi d'autres poèmes où le lyrisme est emprunté à des thèmes connus, déjà très écrits en poésie, et non pas forcément à l'expérience personnelle. Donc ici se pose finalement la question des premiers modèles de Serlon. Les premiers grands textes, qui datent plus finalement de 56, Une belle fête ou Le goûter à Chesalem, en attendant la bataille des vaches qui est écrit en 1858, ce sont des poèmes d'une première maturité, si on veut, qui sont composés suivant un modèle classique. Ces poèmes-là sont découpés, comme le dit Serlon dans ses manuscrits, en chants. Les chants, ce sont des groupements de vers narratifs de quantité variable. Et comme l'a dit Loris, dans ces poèmes-là, Serlon va privilégier l'alexandrin, finalement, qui est considéré comme le vers le plus ample et le plus noble dans la tradition poétique française. Ce terme de chant, il m'intéresse, puisqu'il se pose finalement à un autre modèle plus populaire, celui de la chanson, notamment. En employant le terme de chant, en fait, Serlon affiche peut-être sa volonté d'écrire une pièce d'envergure, puisque le chant, c'est la marque générique traditionnelle, héritée des Grecs et des Latins, du long poème épique didactique. La bataille d'Ivax est composée de 12 chants et de 205 vers au total, ce qui lui donne beaucoup d'ampleur. Ces 205 vers vont narrer le cours d'une journée festive de juillet, les différentes étapes de la montée à l'alpage jusqu'à l'acmé de la bataille. Et le terme de chant, selon cet emploi générique, n'a rien à voir finalement avec l'idée d'un registre lyrique, de l'expression des sentiments subjectifs. Il ne vise pas non plus à mettre en avant la musicalité de l'oralité poétique. Ce ne sont pas des chants finalement, mais des cris et des appels qui sont nombreux et qui sont fréquemment cités dans le poème, comme vous le voyez dans les exemples qui sont ici en haut de la page. Et ces cris qui traversent les alpages donnent et confèrent au poème une forme d'authenticité orale, spontanée, qui traduit l'excitation naissante au cours de cette journée. L'exception à noter ici, c'est que ça... Marie, on t'a perdu. Marie, on t'entend plus.
le poème intitulé Les Laboureurs, qui est souvent extrait d'un... Ah oui, oui, dis-moi. Malheureusement, on t'a perdu pendant une minute ou deux. Ah oui. Alors, Oui, je le disais quoi. Tu peux revenir un peu à l'arrière. Est-ce que tu savais de quoi je parlais à ce moment-là? Oui, attends. Tu remontes encore une diapo, je crois. Voilà. Non. Ici? Je parlais du chant, je disais que... Voilà. Ouais, et je disais que justement, donc Serlon n'avait pas choisi le modèle de la chanson, contrairement peut-être à, je sais pas vraiment où j'en étais dans ma présentation, mais j'évoquais donc le fait que les chansons sont très peu citées dans ce poème-là et de toute manière ailleurs dans les manuscrits que j'ai pu consulter. On a seulement une citation du premier vers du Rang des Vaches dans la bataille de Divatz, et je mettais là cela en parallèle avec les écrits notamment de sa contemporaine Amélie Gex, qui elle va écrire des chants de moisson et de vendange en savoyard. Donc ce que je disais surtout, c'est que Serlon fait moins de place aux chansons dans sa production, peut-être parce qu'à ce moment-là, la poéticité de sa langue paysanne, pour lui, n'est pas considérée comme acquise, elle n'est pas idéalisée comme un privilège qui serait inné à ce peuple qui s'exprime de manière spontanée et naïve, hein, comme la critique aurait pu le suggérer. Cette poéticité de la langue paysanne, elle est encore à conquérir, à prouver et à illustrer par l'écrit, et elle doit s'appuyer pour s'élever sur le tuteur de modèles culturels dominants, comme par exemple la poésie romantique de Lamartine. On utilise l'adjectif classique, ici c'est un petit glissement, c'est d'abord une poésie romantique, la poésie de Lamartine. Un modèle qui pourrait être ici évoqué, ce serait le poème intitulé Les Laboureurs, qui est extrait d'une œuvre très populaire à l'époque, beaucoup moins lue aujourd'hui, voire moins éditée. Cette œuvre, c'est Josselin. Josselin, c'est une idylle épique, comme l'appelle Lamartine, qui est située dans le village alpin imaginaire de Val-Neige. Et c'est un récit qui est présenté par l'auteur comme un journal trouvé chez un curé de village. Il y a plusieurs correspondances entre le début de la bataille de Divatz et le début aussi, les premières strophes des laboureurs de Lamartine. On trouve, comme vous le voyez sur cette image-là, déjà le même topos narratif du départ de bon matin, à l'arba di matine, vers les hauteurs, à la rencontre de celles et ceux qui travaillent avec les vaches ou avec les bœufs, chez Lamartine. Et puis, pour une rapide comparaison, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a aussi un même topos dans le deuxième moment du poème, le deuxième chant, qui esquisse le cadre naturel de ce vallon. On retrouve chez Serlon une description très topique d'un lieu amène caractérisé par l'harmonisation sonore et cosmique des êtres qui se répondent les uns aux autres, les cimes aigus qui répondent au sifflement des chaletiers, et puis au chant du grillon et au chant du rossignol. Tout ça, finalement, est relativement convenu et devrait certainement plaire à la critique de l'époque, mais une différence majeure, à mon sens, entre la posture de Serlon et celle de Lamartine, c'est que Serlon, qui est l'énonciateur de son poème, se distingue du poète romantique par la manière qu'il a de se présenter très humblement dans ses vers. D'un point de vue rhétorique, il présente un ethos tout à fait différent de celui de Lamartine, chez qui le narrateur, le curé Josselin, se place en commentateur distant, qui peut tout voir sans être vu jusqu'au fond des ravines, et qui finalement ne se mêle pas avec la famille de laboureurs qu'il décrit. Il ne se mêle pas à ces moments de convivialité. En revanche, lui, Serlon, très tôt, très rapidement, s'inclut dans le groupe qu'il semble même guider à un moment. Ça, c'est dans l'un des premiers chants du poème, où il parle de Saint-Nicolas pour monter vers les hauteurs, et il écrit « Après me, tu vignette, t'es mal, homo garçon ». On a l'impression qu'il mène une procession jusqu'à la fête qui va se dérouler sur les hauteurs. Donc la saveur du texte de Serlon, pour moi, il tient surtout beaucoup plus aux libertés qu'il va prendre dans son écriture poétique, puisqu'il ne s'encantonne pas à un seul registre expressif
pour livrer cette tranche de vie où des rythmes humains et animaux se synchronisent. J'avance un petit peu, j'avance aussi sur cette slide pour qu'on aille un petit peu plus vite. Donc il y a deux caractéristiques majeures dans ce poème-là. Loris disait très justement que les vers et puis l'esthétique de Serlon s'adapte au contenu et son ambition change au fur et à mesure que le poème avance aussi. On a d'un côté un style qui peut être qualifié d'ethnographique, entre guillemets, puisque la bataille d'Ivats, à mesure que cette randonnée vers les hauteurs de l'Ertezan progresse, se compose en différentes stations, différents moments où le poète va rencontrer ses contemporains et va décrire leur manière de travailler avec les bêtes, de travailler le fromage, de s'habiller, de jouer au ballet, etc. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, donc j'avance rapidement là-dessus. Ce qui m'intéressait le plus dans cette qualité ethnographique du poème, ce sont les chants 6 et 7, puisqu'ils évoquent le travail à l'étable et le soin apporté aux vaches par les jeunes bergers et bergères, puis la distribution des tâches selon leur genre ou leur âge. Il y a le premier berger, le devant-berger comme il l'appelle, qui va guider le troupeau, le faire sortir de l'étable, tandis qu'un jeune berger par derrière va pousser les vaches vers l'avant. Il y a aussi, dans ces moments-là, plusieurs effets de parallélisme qui sont très intéressants à mon sens. C'est l'un des principaux effets de style travaillés par Serlogne. Dans la première citation que vous avez ici, il y a un très joli parallélisme qui est tissé entre le rythme des pas des humains et celui des pas des bêtes. Ça que devant Berzé commence c'est Simur, les vas Ingoralen c'est béton à Ushur. Il y a ces deux verbes, ces deux périphrases verbales à valeur incoative, le mouvement commence, qui se superposent autour de la césure de manière très harmonieuse dans cet extrait-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière qu'il a de décrire la communication entre les bergers et leurs bêtes. Les bêtes sont attentives à ce qu'on leur dit, elles écoutent ce qu'on leur dit, elles ne font pas qu'entendre, elles écoutent, et elles écoutent ces appels qui sont individuels et qui sont marqués par le possessif à valeur affective. La coutonne quand les deux mon vatsan. Chacune est appelée par son nom. Et ce qui est très intéressant pour moi ici, c'est que les noms propres de chaque vache, qui sont égrenés, bien sûr, la liste pourrait continuer assez longtemps, ils prennent toute la place d'un alexandrin, voire d'un alexandrin et demi, ce qui peut sembler assez cocasse du point de vue des critères poétiques de l'époque. Et ce dernier vers, dans la slide, pour moi, il est emblématique de ce qui se passe ensuite, puisque les noms des vaches sont donc appelés une à une, montre ce qui va se passer, c'est que les vaches vont accaparer toute l'attention du public, plein de ferveur et de liesse, comme celle du poète. On n'avait aucun nom propre, ou presque, qui permettait d'individualiser les habitants de la vallée, précédemment, même pas celui de la fruitière, qui a reçu Serlogne à déjeuner. Et cette énumération annonce le principal effet du registre épique qui va être employé dans les derniers chants du poème. Pour ce qui est de la représentation animale, en fait, bien loin d'être des animaux machines ou des usines à lait, les vaches vont devenir des sujets à part entière, dotés d'une agentivité réelle, et elles vont être individualisées par des notations psychologiques, par des descriptions physiques, ainsi que par une héroïsation finale. Je vous montre ici deux vaches en train de commencer un combat dans un pré, c'est pas l'occasion de bataille officielle, mais on peut imaginer bien ce qui peut s'en suivre. Ce qui se passe dans le poème-là, c'est que Serlogne va petit à petit employer un registre tout à fait différent du style humble qu'il employait dans les premiers chants, et il va verser dans l'épique. Le combat ici est à l'initiative des reines. C'est aux reines de donner le coup de départ. Toute la population assemblée n'attend que ça. Et c'est à partir du chant 9 donc que ce style change, évolue complètement. Un style moyen ou humble, associé aux descriptions rurales, le ton verse dans le style élevé, propre au genre épique, c'est-à-dire, selon la théorie classique du style,
à la narration de hauts faits guerriers ou d'actions héroïques. Il y a alors ici un effet d'esthétisation beaucoup plus net qui rehausse ce sujet que d'aucuns pourraient considérer comme très trivial. J'ai listé ici à l'écran une liste des effets stylistiques qui donnent une ampleur épique aux 3 derniers chants qui prennent de plus en plus de longueur. Ces 3 derniers chants font plus de 20 vers, 20 à 28 vers, tandis que les premiers n'en comptaient parfois qu'une dizaine. On a une systématisation des rimes suivies, une stabilisation de l'alexandrin, c'est ce qu'a déjà commencé à évoquer Loris. Plusieurs effets d'hypotypose ont essayé de rendre frappante et visible cette description du combat. Quelque chose qui me plaît beaucoup aussi, c'est que Serlogne s'implique émotionnellement dans le commentaire de la bataille. C'est le dernier point que j'ai mis ici sur cette slide, la dernière citation. Il commente donc les mouvements des vaches de 2 combattantes l'une contre l'autre, et il utilise ce qu'on appelle le datif éthique, qui est une présence finalement inutile du point de vue grammatical du pronom personnel de la première personne. Cette forme-là, qui peut être une forme populaire, c'est aussi une forme littéraire qui va donc impliquer émotionnellement le locuteur dans la description de l'action. Mais ça, c'est là. Reina, amondo pelucu, la me faire épiler, mon cher, tant qu'après coup. On a dans ce vers-là condensé toute l'expressivité qui se dégage dans ces derniers chants. Un autre effet notable revient à ce moment-là aussi, qui est propre à l'emploi de l'alexandrin. Serlogne a très souvent recours au parallélisme, aux répétitions, en 2 temps, et aux effets de balancement, qui sont donc calqués sur le rythme binaire de l'alexandrin, bien découpés en 2 hémistiches, comme j'ai essayé de le mettre en évidence. Et cette composition, qui est systématisée, donne plus d'ampleur et de cadence au vers, tout en permettant de souligner l'affrontement entre les 2 concurrentes. S'accueille façon court, s'accueille à se revire, corde contre corne et front contre front. Ça rend beaucoup plus frappant ce duel qui se joue entre les 2 dernières concurrentes à la fin du poème. Mais enfin, je voudrais dire que Serlogne ne recule pas du tout devant les effets d'anthropomorphisme pour faire des reines en lice des personnages de premier plan dont les actes de bravoure doivent nous tenir en haleine autant qu'ils excitent l'assistance. Il va humaniser et héroïser ces vaches, et il me semble qu'en faisant ça, il traduit avec justesse le regard de ses contemporains qui prennent parti pour l'une de leurs championnes, se souviennent usuellement de leur lignée et de leur descendance. Mais il cherche aussi à susciter davantage d'empathie et d'adhésion chez ses lecteurs. Et puis les exemples qui sont cités ici, comme vous le voyez, ils montrent bien qu'il joue de la dimension spectaculaire des corps en lutte, avec les os des vaches qui sortent et leurs veines qui se gonflent, comme par effet de gros plans. On travaille aussi avec la dernière question rhétorique qui est ici citée, sur un effet de suspense, pour interpeller son lecteur. Enfin, dans ces derniers chants, en héroïsant les reines, immanquablement, Serlogne va employer un lexique martial pour désigner les concurrentes. Elles deviennent des combattants. Chacune des combattants honorait sa montagne, les palmes ni des flammes, ni des forts, ni de l'agne. Le mot combattant, qui est immanquablement ici, provoque un glissement vers le masculin. Dans ces derniers moments du poème, il y a un effet de psychologisation très fort, qui fait que les protagonistes animales ici sont dotés d'une intériorité, d'une profondeur émotionnelle que les notions d'instinct ou de comportement dominant ne suffisent pas à recouvrir. Chacune tient à dire sa raison. Il y en a une qui est mouchée d'avoir perdu. Serlogne projette finalement sur ces vaches toutes les qualités humaines dont on glorifie les héros. Sentiment de fierté, un sens de l'honneur et du sacrifice, des qualités de ténacité et de bravoure. Et à la fin de ce combat, aux accents épiques, un dernier rebondissement qui se produit, puisque la championne du Breuil, Mourette, ensanglantée et écornée, va finalement mettre en échec la reine des Valaisans en la poursuivant la corne au flanc, comme il le dit. Donc j'ai essayé je vais m'en tenir là, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps ou pas, mais je vais très vite. Pour conclure, je voudrais souligner combien ici, même si le ton à la fin peut être un petit peu grandiloquent dans cette tonalité épique qui prend le dessus,
même s'il y a un fort anthropomorphisme des bêtes, Serlogne, à mon sens, il reste au plus près de son sujet et de la manière dont ses compatriotes, ses contemporains, entrent en relation avec les vaches, selon le temps de la journée et les activités qui sont partagées. Quand il évoque le combat, il emploie un registre épique, et puis quand il évoque finalement le travail de ses comparses, il emploie un registre, un vocabulaire finalement beaucoup plus technique, hein, c'est ce que j'avais souligné un peu plus tôt dans la slide que j'affiche ici, hein, avec le mot de certain nombre de baryons qui sont des mots très spécifiques. Donc je recoupe avec ce que disait Loris, c'est que le vers s'adapte inévitablement en contenu et ne prend jamais une position de surplomb superficielle qu'on pourrait trouver dans les grands poèmes classiques de l'époque, chez un Lamartine, chez un Hugo. On n'a pas de généralisation du particulier dans l'universel, de recours aux commentaires philosophiques ou religieux, ni d'abus de concepts qui surplombent des réalités pratiques, des abstractions métaphoriques à tout va. Et il me semble que ce serait dommage d'en conclure à simplement un manque de moyens du jeune Serlogne, qui pratiquait simplement le défaut, par défaut, le seul style qui était à sa portée. Pour moi, ce serait aller un petit peu trop vite en conclusion et adopter un point de vue critique trop simpliste. Donc voilà, c'est une étude encore en cours, mais j'ai l'impression que certaines de ces intuitions recoupaient pas mal ce que Loris a pu dire tout à l'heure quand il a commencé à répondre aux questions de l'auditoire. Voilà. Donc je m'en tiens là et j'ai hâte d'écouter vos questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Marie, désolée pour les problèmes techniques qui ont rendu ton exposé un peu compliqué. Je m'adresse à la salle, je demande s'il y a des questions. Oui, une question. Bonjour. Je me demandais, en regardant ces exemples, notamment des vers coupés au milieu et fondés sur des antithèses ou des rebondissements, je me souvenais des chansons de gestes qui, elles aussi, évitaient la généralisation et qui avaient tendance à fonctionner de cette façon très pratique et à créer un héroïsme par le rythme ou par l'anthropomorphisme, la vivacité, sans recourir à ce qu'on pourrait appeler une philosophisation du propos. Est-ce qu'on pourrait établir un rapport entre ce style de Serlogne et celui de la chanson de geste? Oui, je ne sais pas qui a posé cette question, mais je voudrais répondre oui, et c'est très juste, et en fait, les chansons de gestes que tu évoques, il me semble que c'est des chansons de gestes c'est un style qui émerge quelques siècles plus tôt, ou est-ce que tu fais référence à des textes contemporains de Serlogne? Je parle de chansons de gestes du XIIe siècle, et je me demandais si on pouvait établir un lien entre le style des chansons de gestes du Moyen-Âge et le style de Serlogne par la simplicité pratique et l'évitement, ça veut dire, des généralisations philosophiques qui ne sont pas trop présentes non plus dans les chansons de gestes médiévales. Mais très très présentes par ailleurs chez les grands modèles poétiques de l'époque, qui sont Hugo et Lamartine, qu'il a assurément lu, puisqu'ils sont que Lamartine est cité, et il est lu Hugo immanquablement. Je pense que ça fait aucun doute. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Rémi. Il y a encore une minute pour une petite question, si jamais. Bon, alors on te remercie beaucoup. Une relecture de Serlogne de ce type que tu nous as proposé, c'est vraiment très enrichissant pour le regard contemporain sur l'œuvre de Serlogne. Et donc vraiment, je pense que
ne peut que t'encourager à continuer dans tes recherches. Merci beaucoup. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors on peut continuer. On laisse un petit moment l'œuvre de Serlogne de côté. On reprendra le fil du discours avec, à 18h avec la partie un peu plus officielle, la partie officielle de célébration du centenaire. Et là, nous passons au deuxième volet de la conférence annuelle. Et c'est un volet qui porte sur la traduction. J'évoquais tout à l'heure le processus de construction de l'imaginaire collectif et la recherche de l'idéal esthétique par le biais du franco-provençal. Ces objectifs sont centraux aussi dans le cadre de l'activité de traduction. Et avec les deux prochaines communications, nous allons donc explorer comment la traduction remplit ses fonctions et beaucoup d'autres fonctions dont nous parleront les intervenantes. J'appelle donc Teresa Germinati, qui est animatrice d'un guichet linguistique pour le franco-provençal au Piémont et traductrice d'une œuvre littéraire toute fraîche. Et donc voilà, elle nous parlera de la voix des géants, donner de la voix aux géants, pourquoi faire parler les classiques en langue minoritaire. Sempre dalla parte più maladura. Vale, ok. Buon pro a tutti, a tutte e a tutti. Mais j'avais pensé de faire l'intervention en franco-provençal. E après Christian mi ha detto, ma magari non tutti lo capiscono. Allora già fatto il passo in tre e quindi j'ai pensé à faire la présentation sur le tableau en franco-provençal et passer au français. Grazie au centre per l'invitation et à la directrice. J'ai dit que cette sera sono veramente emozionata di essere ici per le premier à la conférence annuelle. Alors, en caminant, cerco di passare au français. Et je voudrais vous proposer une réflexion sur la traduction. Et je voudrais commencer par les titres. Donner voix aux géants, la traduction comme renaissance linguistique. Et c'est un sujet qui me passionne tellement que je ne fais pas attention, je risque d'en parler pendant 2 jours, mais je vous promets de me contenir. Et, Christian e lo centro cercare di fare muovere o gesto per cercare di fare istante in terra, mi raccomando. Alors, donc, la question qu'on me pose le plus souvent, et pour être honnête, que je me suis moi-même souvent posée au fil du temps, lorsque je me trouve confrontée à une traduction, c'est mais quel sens cela-t-il de traduire un monument de la littérature franco-provençale en franco-provençal, plus en général dans une langue minoritaire? Pourquoi je le fais? Certainement pas par rapport du gant. On le sait, les traducteurs ne sont pas des nababs. Alors, vu que j'ai le temps compté,
Pourquoi je pense que la traduction littéraire est une voie de renaissance linguistique. Alors, la traduction, parce que la traduction est une acte politique pour démanteler le mythe, l'idée fausse que la langue minoritaire serait inapte à porter des discours élevés et par conséquent inapte à la grande littérature. Parce que la traduction est une acte politique pour sortir du stéréotype des langues minoritaires comme des langues qui ne seraient bonnes que pour les vaches, les pâturages, les champs. Par exemple, traduire Dante en franco-provençal signifiait démontrer par des paroles et des actes au monde entier que notre langue peut exprimer n'importe quel concept, n'importe quelle émotion, n'importe quelle pensée, de la plus philosophique à la plus pragmatique. Et puis, qu'est-ce que Dante serait devenu s'il n'avait pas choisi d'écrire en vulgaire? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'est le vulgaire sinon en patois? Bon. Et je ne vais pas plus loin, mais cela mériterait déjà seul une longue réflexion. Mais je retourne au Dante. Dante aurait-il eu le même impact sur la culture européenne s'il avait écrit en latin? Et que seraient devenues ses œuvres si elles n'avaient pas été traduites dans toutes les langues du monde? Donc, dans cette vision de la traduction comme un acte politique, alors chaque traduction est une déclaration de dignité linguistique. Mais je pense que la traduction littéraire est aussi circulation des idées universelles. Les langues minoritaires historiques ont le droit d'accéder à la pensée globale. Par exemple, un jeune kurde doit-il lire Garcia Marquez uniquement à travers le turc ou l'anglais? Pourquoi il ne peut pas le lire dans sa langue maternelle? Un exemple concret de circulation des idées universelles est constitué par la bibliothèque des traductions gaéliques écossais. Et après la traduction littéraire pour créer des ponts culturels, comme l'a enseigné Eamon Ochosen, prix de traduction de l'édition de l'année dernière au prix Ostana. À travers la traduction, on crée des ponts entre les cultures, les peuples et les langues, créant aussi des liens, mais aussi des solutions partagées à des problèmes communs. Il est possible de créer de ces ponts culturels par un double mouvement. D'un côté, apporter les classiques dans les langues minoritaires et de l'autre, porter les œuvres minoritaires vers d'autres langues. Un exemple concret est le succès international rencontré par les auteurs bretons, traduits dans les principales langues européennes. Et les deux dernières raisons, en revanche, ont plus directement à voir avec la langue, la concernant directement. Et je parle de l'enrichissement lexical et sémantique que la traduction porte. La confrontation avec des textes complexes oblige le traducteur à faire de la recherche linguistique, en ce sens qu'elle le force à trouver dans sa propre langue des mots, pas toujours utilisés à l'oral, dans la langue employée quotidiennement. Il est donc contraint d'accéder à un niveau linguistique plus élevé, plus recherché. Par exemple, la traduction des poèmes d'Emily Dickinson en occitan par Peire Andilante a créé de nouvelles nuances linguistiques et des nouvelles métaphores. Il en va de même, comme nous le verrons en détail dans la prochaine intervention, pour les projets de traduction du Petit Prince dans plus de 300 langues minoritaires, dont au moins 2 en représentance de variantes franco-provençales.
Une variante valdotaine est une variante piémontaise, la variante de Novalesa par Matteo Ghiotto. Le dernier point, certainement pas le moindre, et peut-être celui qui m'y tient le plus au cœur est l'aspect pédagogique. Et c'est exploiter l'intérêt du public pour un texte donné et l'utiliser grâce à la traduction pour enseigner la langue. Mais pas seulement. Créer du matériel didactique à travers la littérature traduite. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus au fil des ans de personnes me disant qu'elles apprenaient le franco-provençal grâce à la traduction des œuvres ou grâce à la lecture interactive de ces contes en traduction. Voilà. C'est quoi? Non. C'est pour ça que, voilà pourquoi, pour ma dernière traduction publiée, j'ai choisi le conte de Noël de Grazia Deledda, parce que c'est une femme, c'est la première femme italienne à avoir reçu le prix Nobel de la littérature en 1906. Et je choisis Deledda pour son attachement identitaire à sa langue et à sa terre. Elle-même affirme lors du discours prononcé pour la remise du prix Nobel, j'écoutais les chants et les musiques traditionnelles, et les contes et les paroles du peuple, c'est ainsi que mon art s'est formé. Et, naturellement, sur les tableaux, vous voyez, vous trouvez la phrase, et en traduction franco-provençale, c'est plus fort que moi, je ne résiste pas, hein. Pardon. Elle affirme aussi vouloir écrire parce qu'elle aime intensément son pays, et pour pouvoir en raconter la vie, la passion, enfin de créer une littérature sarde. Et le projet de cette année, et là, j'espère, voilà, j'ai de chance. Le projet de cette année, c'est de traduire 2 nouvelles du célèbre auteur Christian Brahe, auteur et traducteur breton, au fin d'introduire le franco-provençal dans l'immense bibliothèque des textes bretons. Et pourquoi, une fois encore, j'ai voulu traduire de grands auteurs, parce que s'il ne serait qu'une seule personne, en voyant au mieux encore, en lisant ces traductions, a eu qu'une seule pensée pour sa propre langue, ou a appris un mot ou une expression qu'elle ne connaissait pas, ou s'est reconnue dans une pensée, dans un concept, allora questa traduzione gli fa anche un travail. E bon, grazie a tutti per l'attenzione, mais j'ai cercato di essere la più lesta possibile per poter discutere insieme e vedere ensemble toutes les choses que j'ai voulu partager avec vous. Bon. Merci Teresa. Non, tu restes ici parce qu'il y aura peut-être des questions ou quand même un petit débat qui se met en place autour des questions. Déjà, je pose la question s'il y a des questions dans la salle. Oui? Allora pas toi per piacere. La buona leva. Alors, c'est possible, mais si perdu beaucoup, on voulait te demander, vu que Mezze a eu des réactions chez Cadrore quand les paroles sont
o celle della campagna, vuol dire magari che per esempio che taglie la reazione di traduzione, che magari qualcuno va a prendere le teste e lì vediamo magari che ha delle parole che ha drôle come linguistica, résurrection, on va savoir des cas. Alors, ça c'est la difficulté, je pense, de la traduction. Quand le franco-provençal, c'est une langue matérielle, c'est una lingua fatta chose per far chose. E quindi una lingua che per anche venite pensare è più maladorna. Ed effettivamente è un problema non per il traduttore ma anche per chi legge, perché magari le traducteur arrive à penser à des mots qui sont élevés et qui sont des calques par l'italien, par le français, par d'autres langues. Mais quand le lecteur va lire ces paroles ici, et mais quand je pense à un lecteur, pense à quelqu'un qui lit en franco-provençal, qui est un professeur de la Sorbonne. Mais quand je pense à un lecteur, je ne pense pas à un professeur de la Sorbonne, par exemple. Je pense à un lecteur qui est un lecteur moyen. Je pense à le campagnard de mon pays et qu'on va lire la parole que tu as. Che parola per esempi, come esempi? Resurrection alla fine è normale. Ma la resurrezione esiste perché nous a montré la résurrection. Dieu nous a montré la résurrection, alors en patois, résurrection existe comme parole, comme mot. Mais là, le traghetto, l'aeroporto, nous faisons un calque, espérant que ces calques, nous faisons des calques linguistiques et nous, j'espère d'être comprise par les lecteurs. Mais toutes les fois que je dois faire des calques comme ça, j'espère que les contestations sont contenues. Oui. Mais est obligatoire parce que la langue va en mouvement, en changer avec la société et naturellement il y a des choses qui aujourd'hui sont normales mais que beaucoup d'enfants pas. Et alors il faut se mouer vers la modernité aussi. Bon, j'ai répondu. Pardon. Dernière question, je ne sais pas si le fil arrivera jusque-là. Je peux parler fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teresa. C'est vraiment intéressant de voir toute ta démarche. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de ce qui t'a procuré, ce qui t'a apporté le plus de joie d'un côté quand tu as fait ce travail et le plus de difficultés? Juste un ou deux exemples. Braille com'è? Alors, la joie est montrer que ma langue est une langue comme tous les autres et je peux l'utiliser pour traduire les grands auteurs. Alors ça pour moi c'est la joie plus grande. Et la difficulté c'est la créer des mots nouveaux mots, ou chercher des mots qui sont partagés par les locuteurs. Parce que le problème est de trouver des mots qui sont partagés par toute la socialité des locuteurs. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'il y a des mots qui sont partagés par l'étudiant du franco-provençal, par exemple, mais pas par tout le monde des locuteurs.
Et alors, trouver des mots qui sont utilisés aussi par tout le monde est plus difficile. C'est ça. Merci. Je crois que l'heure nous impose d'avancer. On demande quand même s'il y a une question, sinon on renvoie une petite question, c'est la dernière. Oui, c'est une considération. Là, tu as parlé du fait que tu as fait des exemples d'œuvres littéraires qu'on peut traduire. Tu as dit Dante ou peut-être des auteurs un peu plus régionaux. Moi, je pense comme une réflexion, là, il y a une différence entre les deux, parce que peut-être si je traduis la Divina Commedia en Italie, en une langue régionale d'Italie, c'est une chose. Tandis que si je traduis un auteur breton en franco-provençal, peut-être là, j'imagine que si je traduis la Divina Commedia en patois à valdotin, par exemple, je ne vais faire connaître Dante à aucun locuteur qui ne le connaît déjà. Mais si je traduis là Deletta, peut-être je vais faire connaître à mon public quelque chose qui lui n'était pas encore accessible. Donc moi je vois une différence aussi de perception. Moi je trouverais bien plus inutile une traduction de la Divina Commedia. Puis ce n'est pas inutile parce qu'on a déjà parlé de ce point-là. Tandis que je vois un but très aussi utile pour la diffusion de l'œuvre culturelle, de l'œuvre d'origine, si je traduis des œuvres plus régionales. Non, c'est seulement la constatation. Je pense qu'il y a de différents niveaux dans la traduction, non? Et quand tu fais de la traduction, tu dois penser qu'est-ce que tu veux faire. Et par exemple, si j'ai fait la traduction de Dante, je la fais pour élever ma langue. Je la fais seulement, pas pour faire connaître Dante aux patoisans. Non, je fais la traduction de Dante pour élever la langue. Pour dire, avec ma langue est si figo que je peux traduire Dante, ok? Bon, je peux le faire. C'est dur, c'est fatigant, mais je peux le faire pour élever la langue. Et une autre discours est faire de la traduction pour faire connaître un auteur à des autres personnes, non? Alors, j'ai fait la traduction, par exemple, de Christian Brun, qui est très fameux en Bretagne, mais pas en Italie, non? Alors, ça dépend de ce que je veux faire avec ma langue. Donc, en considérant qu'avec ma langue, je peux faire tout ce que je veux. Traduire Dante, Boccaccio, mais aussi traduire des auteurs contemporains. Bien. Bon. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, en effet. Mais voilà. Alors, je présente Camila Kurbanova-Iliutko, maîtresse de conférence au département de linguistique française à l'Université d'État de Moscou, membre de l'association des sociolinguistes russes, c'est là. Et elle vient régulièrement en Vallée d'Aoste pour ses recherches depuis une dizaine d'années. Oui, voilà, c'est ça. Et là, elle va aborder la question de la traduction du Petit Prince. Nous savons que le Petit Prince est l'une des œuvres les plus traduites au monde. Nous avons plusieurs traductions du franco-provençal, en franco-provençal, du Petit Prince. Et donc, voilà, le Petit Prince, polyglotte en francophonie, ou comment traduire en langue régionale.
c'est bon? Oui. Très bien. Cher président du centre, chère directrice scientifique, voilà, je viens de mettre debout, je suis plus habituée à venir comme ça. Chers collègues, voilà, je vous salue tous et toutes. Premièrement, permettez-moi de commencer par les remerciements auxquels je tiens. J'aimerais exprimer mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de ce colloque. Premièrement, de m'avoir invité à cet événement. Et plus particulièrement, j'aimerais remercier Christian Dunoyer de m'avoir inspiré d'entreprendre cette recherche passionnante. Voilà, je la remercie. Et j'aimerais également remercier M. Daniel Fusina de m'avoir renseigné à plusieurs reprises, qui a répondu à mes 1000 questions. Voilà, je vous remercie. Alors, maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Voilà, le plan de ma communication, c'est ça. Je veux parler de l'édition anniversaire du Petit Prince polyglotte en francophonie de Saint-Exupéry. Et on va aborder la question de quelle francophonie en fait il s'agit. Puis je passe aux traductions multiples du Petit Prince en franco-provençal. Et voilà, on va voir comment on peut les comparer. Déjà, j'ai découvert qu'il y en a plusieurs. Et ça a été une découverte pour moi. Puis je vais aborder la question des méthodes de la traductologie classique, voilà, les œuvres sur lesquelles je m'appuie dans cette recherche. Et je veux bien sûr faire voir les résultats de cette analyse des textes parallèles, du texte original en français et des traductions multiples ou retraductions, comme on les appelle parfois en franco-provençal. Voilà les conclusions de la recherche. Je dois prévenir que je ne suis pas du tout pavoisante. C'est pas du tout mon domaine, et voilà, c'est d'accord avec seulement cette passion et la proposition de Christiane que je me suis lancée dans cette aventure, et j'en suis très contente. Vous allez, j'espère, partager avec moi voilà, cette sensation à la fin de la présentation. Alors, l'édition anniversaire, si je peux, voilà, je fais une petite parenthèse en disant que c'est un peu par hasard que je suis tombée sur cette édition. Tout d'abord, l'année dernière, à notre rencontre avec Christiane, elle m'a offert gentiment la traduction du Petit Prince par allemand vautrin, c'est-à-dire en patois valdetain. Et puis, voilà, étant à Paris, en automne 2025, par hasard, je suis tombée sur cette édition de 2023. Et voilà, tout en pensant que ce livre de fiction est le plus traduit au monde. Je vous donne des comparaisons, on ne voit pas très bien, mais sur l'Agence biblique universelle, la Bible intégrale a été traduite au total en 742 langues, et le Nouveau Testament seul a été traduit dans 1678 langues, tandis que le Petit Prince est traduit en 600 langues. Voilà, c'est déjà une comparaison énorme. Alors, en pensant à cela, je me suis dit que voilà, le Petit Prince désormais joue un rôle incontournable dans la sauvegarde des langues en danger, notamment du franco-provençal. Et voilà, cette édition exclusive anniversaire du Petit Prince nous propose 29 traductions. Voilà, vous allez voir, j'ai fait une photo du sommaire. Vous voyez que chaque chapitre est traduit en une langue. Et vous vous rappelez, le titre, c'est Polyglotte en francophonie. Moi, étant quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux francophonies, aux variétés régionales du français, au début, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agit des variétés du français. En fait, voilà, quand on dit francophonie, c'est souvent ça. Mais en fait, là, l'édition regroupe 29 idiomes différents. Et il s'agit voilà, plutôt aux variétés, c'est pas variété régionale, mais comme je vous ai dit, des langues apparentées au français, par leur ascendance gallo-romaine, ou gallo-romane, mais pas seulement, gallo-thénique également, il y a des créoles à base lexicale française, etc. À mon avis, le titre juste devrait comporter quand même en termes langue régionale ou langue minoritaire. Voilà, ça dépend de la tradition du pays. On parle plutôt des langues régionales en France, par exemple, même plus des langues minoritaires en Italie. En tout cas, je m'appuie sur
sur la définition donnée dans la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Voilà, donc il s'agit des langues pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'État et sont différentes des langues officielles. Ben oui, les dialectes ne sont pas prises en considération, ni les langues des migrants parlées dans ces pays. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que j'emploie le terme langue régionale. Alors, le corpus de recherche se compose de 6 retraductions. Oui, en ouvrant cet ouvrage, j'ai découvert qu'il n'y a pas seulement la traduction de Raymond Vautrin, mais il y en a encore 5. C'est pas encore le maximum, voilà, vous allez voir. Donc, dans cet ouvrage, il y en a encore 5. Et il s'agit des chapitres 11 en franco-provençal de la presse, 15 en franco-provençal valdotin, 16 en franco-provençal savoyard, 18 en franco-provençal fribourgeois, 19 en franco-provençal vaudois et 20 en franco-provençal chermignonnais. Je vous donne également l'exemple de la page 64 pour voir comment est organisée voilà, cette publication. On donne la traduction qui est suivie de l'original tout de suite, voilà, tout de suite en bas. Alors, voilà, la seule chose que j'ai pu me permettre, c'est de me lancer dans la comparaison des textes parallèles. Voilà. Je m'appuyais toujours sur l'original que je comparais au texte traduit. Et voilà, vous allez voir ce que ça m'a donné. Je me suis appuyée sur 2 ouvrages, sur 2 travaux de ce que j'ai appelé de la traductologie classique. En fait, ce sont vraiment des grands classiques dans le domaine de la traduction littéraire. Tout d'abord, Vinet-Darbellé, avec la stylistique comparée du français et de l'anglais. Et il y a une grande partie consacrée à la traduction. Là, c'était plus centré sur la traduction de l'anglais en français. Mais là, les méthodes sont, les procédés techniques sont universels. Donc vous voyez, je vous les ai énumérés, l'emprunt, le calque, la traduction littérale, la transposition, l'équivalence, l'adaptation. Là, c'est quelque chose, ce sont des principes de base connus par tous les traducteurs et ceux qui se spécialisent en traductologie. Antoine Bergman est devenu aussi très connu dans ce domaine et voilà, je vous adresse à son ouvrage La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain. Je vais employer son terme la déformation de texte. J'espère que ça ne va pas vous faire peur. Mais c'est exactement comme ça qu'il appelle les changements qui arrivent en faisant n'importe quelle traduction. Je vous donne deux citations. Alors, certaines, c'est-à-dire les tendances déformantes, se recoupent ou dérivent des autres, donc parfois il est difficile de les distinguer. Lui, il en propose 13, je les ai toutes énumérées en bas. Et puis, j'insiste sur le point, voilà, en m'appuyant sur le travail de Bergman, que les tendances déformantes concernent toute traduction, quelle que soit la langue, du moins dans l'espace occidental. Lui-même, il a été un grand traducteur, il a fait beaucoup de traductions en langue vers des langues différentes. Il a beaucoup écrit, voilà, sur, disons, la critique de certaines traductions. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience, mais vous voyez, il a tout à fait une autre vision, un autre point de vue. Il ne s'agit pas, voilà, de techniques, de procédés concrets, mais voilà, des choses, par exemple la rationalisation, la clarification. Selon Bergman, toute traduction devient plus claire et plus rationnelle. Voilà. Autrement, on ne peut pas traduire. Voilà. Tout ce qui est dans les textes, et oui, j'ai pas dit qu'il s'occupait toujours, qu'il s'est toujours occupé des textes littéraires, pas poétiques. Voilà. Donc la poésie, c'est de l'art qui met de côté. Et alors, il a toujours, voilà, insisté sur ce point, donc ça devient plus clair. Autrement, on n'arrive pas à la traduction. Et puis,
J'ai lu ces critiques de certaines traductions. On voit clairement qu'on ne peut pas distinguer exactement parfois, mais voilà, vous allez voir ce que ça m'a donné quand j'ai appliqué la méthode sur les traductions ou retraductions multiples du Petit Prince. Alors, je n'oserais pas lire en franco-provençal, voilà, c'est à vous, mais je vous propose des exemples concrets. Alors, le calque, quelque chose de très connu, n'est-ce pas, un point d'argent en particulier, on apprend de la langue étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le composent. Un exemple emblématique, je dirais, businessman, businessman, qui aujourd'hui est presque pourchassé de la langue française. Imaginez-vous, dans le texte d'Antoine de Saint-Exupéry, c'était ça, c'était businessman. Voilà. Alors, dans le texte, dans la traduction en franco-provençal savoyard, on voit ce qui correspond plus ou moins à l'homme d'affaires. Et dans la traduction Valdetaine, oui, la même chose, donc on s'oriente vers le calque. Voilà, ce qui est aussi propre aujourd'hui au français de référence. Puis la transposition. La transposition est aussi une chose assez claire. Donc ça consiste à remplacer une partie du discours par une autre, hein, sans changer le sens du message. J'avais beaucoup d'exemples, je n'ai pas osé les donner tous, mais quand même, voilà, la visite au roi, dans la traduction en franco-provençal de la presse, ça devient, voilà, ça se transforme en verbe, aller voir le roi. Oui. La même chose pour une locution verbale, fil ascension 2, voilà, le Petit Prince monte sur sa petite montagne. Il ne s'agit pas du volcan, il s'agissait d'une montagne. Je me rappelle, voilà, en patois vaudois, nous avons une expression, voilà, un verbe qui correspond à grimper à. Maintenant, les procédés techniques, d'autres procédés techniques, là j'emploie plutôt, voilà, la terminologie de Lerman. Modulation, voilà, je vais voir toutes sortes de modulations, modulation qualitative et quantitative. Alors c'est une variation dans le message obtenu en changeant de point de vue. Là, je l'emploie au sens large. Donc, la question a été aujourd'hui posée, en fait, comment traduire une notion abstraite, comment traduire Dante en patois. Voilà. Donc, s'il y a suffisamment de lexique, de procéder pour le faire. Voilà. En fait, pour moi, c'était ça la question quand j'étudiais, voilà, quand j'ai comparé la traduction du Petit Prince. Alors, comment se débrouiller les traducteurs? Alors, vous voyez, par exemple, le vaniteux, vous vous rappelez ce chapitre, j'imagine, en franco-provençal de la Bresse, il devient « on fier ». Donc on ne donne pas d'adjectif l'équivalent exact de vaniteux. Je sais d'ailleurs que dans la traduction Valdetaine, par Raymond Vautrin, il y en a. Par exemple, louange. Ça a été surtout difficile dans le domaine des notions abstraites. Voilà. Ça c'est clair. Par exemple, les louanges, on emploie une périphrase de bonnes choses qu'on dit sur eux. Voilà. Vous voyez ce que ça donne exactement en patois. Ou voilà la visite d'un admirateur, voilà quelqu'un qui vient pour m'admirer. Voilà, c'était ça la traduction. Ou bien dans l'univers, on le remplace par voilà, un patois chaminé dans le monde entier. Ça, c'est en ce qui concerne les modulations qualitatives, et l'ont été les plus nombreuses. Voilà, pour vous dire. Maintenant, modulation quantitative, ce qui arrive régulièrement aux traducteurs, et ce n'est pas pour les juger que je donne ici les exemples, mais quand même je voudrais partager avec vous que souvent dans les énumérations, il y a quelques éléments qui se perdent. Voilà, là c'était l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète, et dans la traduction de la Bresse, le quatrième élément est absent. La même chose, voilà, des villes, et des fleuves et des déserts. Et le troisième élément, dans la traduction Valdetaine, est absent. Ou bien, voilà, il y avait la répétition, la même question qui a été répétée. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dans un cas, vous avez Perquet, voilà,
J'espère que ça se prononce comme ça. Et puis voilà, avec ce ça renforçant, voilà, dans le deuxième cas, ça a été quand même rendu exactement. Modulation, autre type de modulation que Bergman appelle ennoblissement. J'aime beaucoup ce terme. C'est souvent ça, les traducteurs ont tendance d'embellir le texte, de le rendre plus beau. Alors, ça aboutit à ceci, la traduction est plus belle formellement que l'original. Et ça me fait tout de suite penser aux belles infidèles, voilà, ces tendances françaises, quand on se permettait encore à l'époque, il y a beaucoup de déviations par rapport au texte original. Alors regardez, voilà l'exemple, à mon avis, exemplaire, pardonnez-moi, excusez-moi, voilà, donc exemple fort, spectaculaire, c'était le chapitre 15, où l'auteur emploie la forme dit 15 fois. Là, je n'ai pas tout noté, mais 15 fois, toujours la même dit, toujours dit. Parfois, il est évident qu'il demande, parfois, il répond. Donc, dans la traduction de Vautrin, vous voyez combien il a trouvé d'équivalents. Donc, lui a demandé, a répondu, à part le fait qu'il a parfois remplacé le passé simple par le présent. Donc, il n'y a pas de passé simple en patois, maintenant je le sais, mais voilà, vous avez tantôt le présent, tantôt le parfait, qu'on appelle en patois, et voilà, vous voyez combien il y a d'équivalents à exclamer. Cet exclamé lui répond, à affirmer, à répéter. Dans d'autres chapitres, voilà, dans le chapitre sur un franco-provençal vaudois, la même chose avec le verbe répondra, répondit, qui est donné en différentes manières. Et puis, il y a toutes sortes de déviations que j'appelle aussi embellissement parce que ça rajoute encore un petit sens. En français, c'est haute montagne, en franco-provençal, montagne bien haute. Et d'autres choses, voilà. Il est seul, il était tout seul. Que faut-il faire? Que faut-il donc faire? Voilà. Donc, on trouve pas mal de choses, voilà, de ce genre également. Je vais bientôt terminer. Donc là, je vous présente les 7 traductions du Petit Prince à franco-provençal que j'ai enfin découvertes, à part les 6 traductions que j'ai déjà évoquées. Et là, j'avais pas, voilà, j'ai trouvé moi-même les données de ces traductions. C'est avec beaucoup de surprise et de joie que j'ai découvert que ce sont des textes intégraux. Donc ce ne sont pas quelques chapitres traduits, tantôt en patois charognonnais, tantôt en patois vaudois, etc. Ce sont des textes intégraux du Petit Prince, traduits en 7 patois. Alors pour comparer, il y a 5 traductions du Petit Prince en chinois, il y a 3 traductions du Petit Prince en anglais, et il y a une traduction en hindi. Et je peux dire qu'il y a une seule en russe. Il y en a 7 en franco-provençal. Donc là, je crois que c'est, voilà, bravo, c'est quelque chose de spécial, d'unique au monde, qu'on trouve ça. Et là, voilà, je passe à mes conclusions. J'essaie de répondre à moi-même d'où vient cette abondance de traduction, et je pense qu'il s'agit premièrement d'une grande variation dialectique du franco-provençal, et la volonté des traducteurs voilà, de rendre ça dans ce texte qui est devenu, voilà, un texte mondialement partagé, voilà, le plus traduit au monde. Voilà, donc on fait toujours référence à cette idée. Puis ça joue un rôle statutaire voilà, pour chaque zone, pour chaque ère franco-provençale. En ce qui concerne l'analyse des traductions elles-mêmes, ça permet de constater le principe de la traduction littérale. Voilà, dans la majeure partie, c'est littéral. Voilà, je ne dirais pas mot à mot, mais comme ce sont des langues très apparentées, donc on voit que c'est très proche. Mais à part ça, on a réussi à déceler un nombre considérable de procédés techniques particuliers, notamment le calque, la transposition, la modulation, différentes sortes, et l'ennoblissement. Et voilà la dernière chose que je voudrais dire. Quand même, le franco-provençal est en langue de transmission essentiellement orale.
possède un large éventail de sources internes et externes d'enrichissement du vocabulaire afin d'assurer la traduction d'une grande œuvre littéraire qui est Le Petit Prince. Les références, et merci de votre attention. Merci Camilla. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors j'espère que bientôt il y aura une traduction franco-provençale de plus, parce que bon, j'ai travaillé, en fait ça s'est fait à 3, mais il y avait déjà une traduction qui était faite, c'est la traduction savoyarde. Alors le but, bon peut-être qui peut être contesté, de l'Institut de la langue savoyarde, c'est de proposer une sorte de savoyard médian, parce qu'on s'est rendu compte que la langue avait disparu dans énormément d'endroits. Donc il n'est plus question, comme le voulaient les dialectologues encore peut-être 30 ou 40 ans, que chacun puisse enseigner dans sa commune comment ça se parle, parce que d'une part, souvent ça ne se parle plus, et puis quand ça se parle, il n'y a personne qui est capable d'enseigner, ou ils enseignent très très mal, on a pu voir des résultats. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une traduction existante. Dans un premier temps, on a changé donc l'écriture, on a changé la graphie, on a pris une graphie plus englobante, parce que c'était écrit dans une graphie dite phonétique, paraphonétique ou pseudo-phonétique, donc qui posait beaucoup de problèmes de compréhension. Et puis l'autre problème, enfin c'est un problème pour ce qu'on voulait faire nous, c'est-à-dire qu'en fait c'était écrit dans un dialecte très particulier. En plus, phonétiquement, bon, il y a des dénasalisations, il y a des mots qui ne se reconnaissent plus. Donc, en fait, beaucoup de gens n'y comprenaient rien. Donc, on s'est dit, ça c'était plutôt mon travail à moi, tout à la fin, en fait. On s'est dit, eh bien, on va prendre des mots savoyards plus répandus que ces mots qui étaient, il y en a plein que je ne connaissais pas du tout, hein, je veux dire. Donc, voilà ce qu'on a fait. Alors, je vais dire deux choses simplement, c'est que grâce à la version valdôtaine, on a retrouvé plein de mots savoyards qui avaient été oubliés, ça avait été trop francisé. Par exemple, en parlant du serpent, donc en savoyard c'est féminin, hein, comme souvent en provençal, c'est la sapin. Et puis il dit, donc en savoyard, première traduction, comme un t'es mince, comme tu es mince, le petit prince dit au serpent. Et en fait, le mot mince, je me suis rendu compte, je n'y ai pas pensé tout de suite, mais il ne se dit pas en savoyard. Donc c'est comme un des brins, voilà, brun. Donc il y a plein de mots comme ça. Et puis dernière chose que je dirais, je vois le mot de Prince-Élion en piémontais, enfin en franco-provençal piémontais, et nous, des fois on l'appelle, dans le texte, des fois on l'appelle le Piou-Prince, et puis des fois on l'appelle le Prince-Élion. Voilà, donc je suis bien content de voir ce mot. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, ça me rassure. Voilà, par intuition, j'ai compris que quand même, voilà, la première traduction a servi de base. Juste pas, je sais pas, par intuition, par expérience, voilà. Donc j'ai pensé à cela parce que là, c'est par hasard que je les ai mis dans cet ordre-là. C'est chronologique et on voit que la première traduction apparaît en 2000, il s'agit seulement de la première traduction et la première édition. Je n'ai pas noté qu'il y en a eu plusieurs, pas pour toutes les traductions, mais pour certaines, oui. Et alors, vous voyez que 15 ans séparent la première traduction et la traduction suivante. Et voilà, merci de l'avoir dit. Voilà, alors voilà, c'est vrai que ça a servi de base pour toutes les autres traductions. Toutes ne sont pas très diffusées à ce qu'il paraît, parce que je pense que voilà, la traduction piémontaise existait déjà au moment de la publication de cet ouvrage universel. Je ne sais pas pour quelle raison ça n'a pas été introduit, ça n'a pas été intégré, voilà, dans le texte. Voilà, bon, je n'aurais plus rien à rajouter, l'essentiel a été dit. Merci. Et je voulais juste encore rajouter une info par rapport au Petit Prince de Vautrin. Il était introuvable. Et là, j'ai eu des contacts avec l'éditeur, Claude Latel, qui avait publié le livre en 2000.
Et il a pu s'activer, même s'il ne fait plus, il a changé de profession, il a pu s'activer pour refaire une édition. Donc il y a une nouvelle édition en ligne que vous pouvez acheter directement sur Amazon. Donc voilà, pour ceux qui cherchent le Petit Prince. Voilà, il y a quelqu'un qui... Oui, je rebondis sur ce qu'a dit le collègue. Je pense que quand on fait de la traduction, et là ça apparaît très bien quand on compare les différentes versions franco-provençales, je crois qu'il faut poser aussi le problème de la graphie. Parce que, et ça rejoint aussi ce qui a été dit dans la communication précédente, je crois que si l'on veut toucher un maximum de monde, et en particulier à une époque où, comme il a été dit tout de suite, le franco-provençal est de moins en moins parlé, et la variété locale, malheureusement, n'est plus connue par beaucoup, je crois que le problème de la graphie devient très très important. Et donc, comme c'est un problème très complexe et qu'on y a passé, je crois, 2 jours il y a quelques années, je ne vais pas y revenir. Et je voulais dire aussi la chose suivante, c'est que maintenant, le franco-provençal est devenu une langue très concrète, une langue très populaire. Mais si vous regardez les textes anciens, les mots abstraits abondent, comme ils abondaient dans le français de l'époque. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se priver non plus, quand on fait de la traduction, plutôt que de se tordre l'esprit pour faire une périphrase, je crois qu'on peut aussi utiliser des mots un peu plus abstraits, que peut-être on n'entend plus, mais qu'on employait lorsqu'on écrivait le franco-provençal naturellement. Et donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'exclure. Alors oui, je suis fier de pouvoir dire que je suis témoin du fait qu'il y a une fille qui venait de Milan et qui est entrée dans une librairie à Nost et qui cherche un Petit Prince en version franco-provençale Voilà. Non, alors, petite information, je suis tombé il y a quelques jours sur un Petit Prince en version Franche-Comté, écrit par un certain Billy Fumé, très actif pour la version le français local et le franco-provençal. Alors, je n'ai pas encore tout regardé, bien analysé, mais je me demande si là-dedans il n'y a pas aussi un peu de franco-provençal. Et je suis ravi de vous dire aussi que dans la plupart des versions du Petit Prince, le serpent boa est toujours ou presque un boa. Et ça existe. Je ne peux que remercier pour les deux témoignages. Voilà, merci d'avoir partagé vos idées. Pour moi qui n'ai pas potosante, franchement, je dois dire que les graphies différentes m'ont posé beaucoup de mal pour lire et pouvoir comprendre, mais quand même, je crois que voilà, l'essentiel est dit. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, je pense qu'on peut prendre encore quelques minutes pour un petit débat final. Et donc, juste deux petites choses pour faire rebondir le débat. On peut même fermer parce que là, je ouais. Ah, là, alors, première petite considération, j'ai vu parmi les traductions du Petit Prince, la traduction dans la variété de Charmillon de la part d'André Laguerre. Et vous trouverez ça dans le site du centre. Je viens de publier le texte d'André Laguerre qui nous a
fait cadeau d'une traduction de l'Infant Prodigo, une traduction personnelle de l'Infant Prodigo, qui fait, évidemment, qui résonne avec la traduction de Serlon. Et la deuxième considération que je voulais faire, je reprends là les considérations de Jean-Baptiste Martin, parce qu'en effet, je voulais revenir sur la question, parce que toute la journée, tout l'après-midi, on a eu des réflexions par rapport aux limites, on va dire, aux limites du franco-provençal par rapport à l'ambition littéraire, on va dire ça de cette façon. On a eu aussi des réflexions par rapport à la difficulté objective de la part de certains traducteurs. Et je voyais un peu dans un certain nombre de réflexions une vision de la langue comme si elle fonctionnait avec un corpus fixe, limité, et qu'il faut se débrouiller d'une manière ou de l'autre par rapport à ce corpus linguistique. Et donc, voilà, je pense qu'on peut rebondir sur ça. Est-ce que les limites présumées, évoquées, sont liées à la langue, au corpus de base, ou à la capacité de s'exprimer de la part du locuteur, de la part de l'écrivain, de la part du traducteur éventuellement. Quand on pense que c'est vrai, en effet, de nos jours, on a souvent cette perception que le franco-provençal est utilisé pour la communication concrète, pour la communication immédiate, quotidienne, etc. Déjà, la réflexion d'Andrea tout à l'heure par rapport au mot résurrection, ça nous fait comprendre que dans un univers où la religion avait de l'importance, les mots de la foi, qu'on trouve énormément dans Serlogne, qu'on trouve dans les traductions de Vautrin, qu'on trouve dans les œuvres plus anciennes, on voit que ces mots existent. Simplement, nous, dans notre vie quotidienne, peut-être qu'on ne les connaît pas autant et qu'on ne s'en sert pas. Donc voilà, un peu, on pourrait rebondir là-dessus et se dire si le problème réside dans la langue ou dans le fait que nous avons, chacun de nous, un accès très précis à la langue, une manière de l'utiliser, et donc aussi des domaines d'usage très précis par rapport à la richesse. Et donc, effectivement, qu'on pourrait peut-être trouver ce qui manque, où trouver ça. Donc, certainement, la littérature, comme le suggérait Jean-Baptiste Martin, est une source très riche. Si on va lire les œuvres que nous ont léguées les écrivains sur 8 siècles de création littéraire, est-ce qu'il y a d'autres sources à exploiter éventuellement, ou d'autres ressources que les écrivains et les traducteurs pourraient proposer? Ce qu'a dit Jean-Baptiste Martin m'a frappé, parce que je pense que beaucoup de journalistes en France ou de traducteurs s'appuient sur une tradition littéraire qu'ils découvrent bien sûr au lycée ou à l'université. Donc ce qui fait rebondir, c'est qu'un institut universitaire permettant aux diplômés de bien connaître les textes classiques, parce qu'ils sont souvent dans les faits hors de portée, puisqu'ils ne sont pas à l'université, et que les particuliers, les privés, n'ont pas forcément le temps d'étudier tous ces textes classiques de Bernardin Huchard ou de Marguerite Douin qui contiennent ces mots abstraits, puisque à cette époque, le franco-provençal était utilisé justement pour la religion ou pour la politique. Donc peut-être ce qui manque aussi, c'est un vrai institut qui permette aux traducteurs
d'être initié et instruit à cette langue classique franco-provençale, si on peut dire. Je veux bien prendre la parole, si vous permettez. Je crois que ce n'est pas la langue franco-provençale qui pose problème. C'est la représentation de la langue franco-provençale qu'on se fait ou que certains se font qui pose problème. Parce que je pense que le franco-provençal, comme toute langue du monde, est faite pour lire le monde, est faite pour dire le monde, est faite pour exprimer la pensée, est faite pour exprimer les sentiments, est faite aussi pour exprimer la poésie. Et donc, je crois que c'est ici, et surtout en France, parce que pendant trop longtemps, l'école et l'État français ont raconté toutes sortes de sottises, pour ne pas dire de grosses bêtises. J'ai employé un mot, je vais essayer de l'éviter puisque c'est enregistré. On avait passé les locuteurs de patois, comme on l'appelle chez nous, et ici aussi d'ailleurs, pour des gens sans culture, pour des gens un peu demeurés. Mais je vais vous donner une anecdote, ça va faire rigoler. Quand je commençais à faire des enquêtes, j'avais un informateur, c'est il y a à peu près une cinquantaine d'années ça, j'avais un informateur où on évoquait le passé et où on a évoqué le début du téléphone. Eh bien, à cette époque, tout le monde parlait patoise dans cette région. Eh bien, à cette époque, quand le téléphone est arrivé chez certaines personnes, je leur disais, mais vous parliez quelle langue au téléphone? Eh bien, on parlait français. Mais j'ai dit, mais vous ne parliez pas patois quotidiennement? Mais si. Mais pourquoi on parlait français? Eh bien, parce qu'on avait peur que ça ne passe pas dans le téléphone. Eh bien, on est encore un peu dans ce sentiment, je regrette de le dire, on est un peu dans ce sentiment en croyant que le franco-provençal ne peut pas exprimer la poésie la plus pure, ne peut pas rendre la traduction de n'importe quelle pièce ou théâtre ou poésie, etc. Je crois que c'est la représentation qu'on se fait qui est à questionner, ce n'est pas la langue. Débat qui commence à être passionnant. Voilà, c'est juste une petite réplique que je me permets. Voilà, en étudiant ces traductions, voilà, et en parlant des périphrases que je vous ai montré aujourd'hui, c'est pas la langue. J'espère que voilà, je l'ai clairement. Je le fais voir clairement. Voilà, c'est pas la langue que j'ai caractérisée, mais c'est les traductions. Voilà. Donc, merci pour votre témoignage, votre intervention improvisée. Et je crois que c'est très très important de le dire. Voilà. Le fait que la langue franco-provençale peut tout à fait exprimer voilà, tout l'éventail de notre vie, absolument. Voilà. Donc c'était le problème de traductologie, et c'est voilà, sous cet aspect-là, au prisme de la traductologie, que j'ai comparé les ouvrages. Merci. Dire une chose. Ouais. Alors, pour souligner davantage ce que le professeur Martin vient de dire, je voudrais dire que notre langue a toutes les qualités pour exprimer n'importe quoi. Et je vous signale un travail qu'on vient de terminer il y a 2 ans, je crois, au sein du guichet linguistique de la région Autonome-Vallée d'Aoste. On a traduit la Constitution italienne, tous les articles. Donc, on a cherché de trouver, bien évidemment, les mots pour le dire sans grosse crainte. Selon moi, il ne faut pas avoir peur de considérer notre langue comme apte à faire quoi que ce soit. Alors c'est bien de traduire la Constitution, on aura une autre version qu'on ne va pas lire. Et suivre et écouter, c'est bien. Mais voilà. Alors, petite réflexion. Lors de la création des dictionnaires d'une commune Val-de-Tenne, j'ai pris comme corpus des mots tirés de témoignages oraux et écrits. Et je me suis rendu compte que les gens du lieu, de la commune, ne reconnaissaient pas certains mots qui faisaient partie de la tradition écrite de la variété dialectale. Par exemple, je profite du fait qu'il y a ici des représentants du guichet, le mot pour la canicie, pour les cheveux blancs, n'était pas perçu comme appartenant au patois local.
c'est vrai qu'il était un peu trop peut-être français, mais ne le reconnaissait pas assez pour le mettre dans le dictionnaire. Et d'autres mots écrits, tirés de textes écrits d'une personne patoisante du lieu qui avait écrit pas mal d'ouvrages dans ce patois, certains mots, ils ne le perçoivent pas comme leur patois. Alors j'ai remarqué qu'il y a cette différence aussi dans le patois entre une langue orale et la langue écrite. On ne parle pas comme on écrit, mais parfois les gens ne se rendent pas compte de ça et ils considèrent la chose qu'ils ne trouvent pas, comment dire, ils ne vont pas le percevoir comme à eux. Et alors ils le refusent et ont la tendance à l'exclure d'un dictionnaire. Oui, c'est la question toujours de la représentation de la langue. Donc, c'est clair. Et si vous êtes d'accord, là, on a besoin d'un petit quart d'heure de changement pour nous préparer à la célébration de 18h. Donc, je vous propose de continuer la discussion, mais sans le micro. Et voilà, on déplace la table, on coupe avec le direct et on reprendra dans un petit